Bonjour à tous. Donc je m'appelle Alain Juillet. C'est donc moi qui vais ce soir avoir le plaisir de pouvoir vous parler de protection de l'information, de sécurité des entreprises et des salariés. Hein. Et puis, si vous voulez, on fera ça en deux temps, comme on m'en a dit, à dire en gros, puis on a 2 heures, hein, 1h15 à 1h30 d'explications, et puis derrière des questions. Mais s'il y avait vraiment des choses qui vous paraissent bizarres, vous n'hésitez pas à m'arrêter. Je ne fais pas un cours magistral, hein, donc vous pouvez m'arrêter, je vais répondre et je continuerai. Hein. Donc c'est pas, pour moi, ça ne me pose pas de problème, hein, d'être arrêté en cours de route. Donc, protection de l'information des salariés, ce sont deux problèmes qui sont en train de prendre de plus en plus d'importance aujourd'hui dans les entreprises, mais également dans l'État, hein, puisque comme vous savez, on assiste à des attaques un peu dans tous les domaines, et en particulier dans le domaine du numérique, dans le domaine du cyberespace. On assiste à des attaques de piratage, des attaques, on va en parler, on assiste à des attaques de substitution d'identité numérique. On assiste également à des attaques plus classiques, hein, de vol classique, de matériel. Bon. Et on assiste aussi, ça c'est pour la partie, information, mais on assiste aussi de l'autre côté à des pressions sur les menaces salariées, elles pouvant aller jusqu'à la prise d'otage ou à l'assassinat, comme ça arrive et on vient encore de le voir aujourd'hui. Donc, pour commencer de ces deux thèmes d'aujourd'hui, ce que je voudrais commencer, c'est vous expliquer un petit peu dans quel environnement nous sommes en train de vivre dans le cadre de cette concurrence moderne, qui n'était pas celle que nous avions il y a simplement 5 ou 10 ans. Hein. Qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement ? On peut dire que jusqu'à 90, mais on l'a pas tellement vu, nous, jusqu'à 1990, nous avons eu... Ça va être bon. Jusque dans les années 1990, on avait un système mondial qui était un système dans lequel les Occidentaux dominaient tout. Avec une opposition entre le bien et le mal, entre l'Empire soviétique, le mal, et les Occidentaux qui étaient l'Empire du bien. Et c'était très pratique parce que les Occidentaux continuaient en définitive un système qu'ils avaient conçu depuis 1492, hein, depuis la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, et qui permettait en définitive de rendre très riches nos pays. Puisque le cycle économique dans nos pays, depuis cette époque-là, le cycle économique faisait que la richesse créée dans toute la zone qu'on contrôlait était récupérée par le pays occidental qui était le leader. En l'occurrence, pendant un certain temps, ça a été l'Espagne, ça a été la France, ça a été l'Angleterre au XIXe siècle et ça a été les États-Unis au XXe siècle. Cette domination, économique, hein, avait un avantage, c'est que nous n'avions pas de concurrence, puisque les règles du jeu étaient fixées entre nous, entre les quelques pays occidentaux développés, et à partir du moment où ils avaient mis en place des règles qui étaient les leurs, tout se passait, à fleur et moucheté. La concurrence était réglée de manière extrêmement claire, hein, par lorsqu'on a appelé encore récemment l'Organisation mondiale du commerce, par des accords internationaux qui avaient été faits par la Société des Nations, puis ensuite par l'ONU. Tout ça, ça faisait les choses tourner sans aucun problème. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la chute du mur de Berlin, mais ce n'est pas à cause de l'effondrement de l'Empire soviétique, mais c'est parce que, en réalité, il s'est passé à ce moment-là quelque chose. Eh bien, on a assisté à l'émergence de pays du tiers-monde, que nous considérions du tiers-monde, des pays qui sont devenus de plus en plus puissants. Alors c'est ce qu'on a appelé d'abord les BRICS. Hein. Les BRICS, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et depuis, il y en a d'autres derrière, puisqu'il y a l'Indonésie, il y a la Corée du Sud, il y a le Mexique qui sont en train d'arriver. Ces pays, tous ces pays émergents, sont devenus de plus en plus puissants, se sont développés de plus en plus vite, et à un certain moment, ont commencé à vouloir rompre les liens avec, les puissances tutélaires qui les contrôlaient. Hein.
Et en voulant se libérer, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par essayer de casser les systèmes commerciaux qui pouvaient exister entre eux et nous. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une dépendance économique parce que tous les accords douaniers et les accords d'échange nous favorisaient à leur détriment, et que depuis les années 90, de plus en plus, ces pays ne veulent plus entendre parler de ça et demandent un changement. Le changement en question, eh bien, ça va être de les reconnaître et de les traiter de la même manière que nous. Alors pour ceux qui font de l'économie, ben vous le voyez depuis, ça a commencé à peu près dans cette époque-là, mais on le voit depuis l'annonce faite par le président Mitterrand il y a quelques années à Cancun, et qui avait dit il faut que dans le monde, la circulation des marchandises se fasse de la manière la plus équilibrée. Bon, depuis, on n'a pas signé un seul accord d'échange dans le cadre de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce. Toutes les tentatives qui ont été faites successives, alors il y a eu Cancun, il y a eu Davos, il y en a eu plein d'autres, tout ça, ça a échoué. Aucune n'a réussi. Et aujourd'hui, tout le monde a enfin compris qu'on est en train de quitter une zone d'échange mondiale dans laquelle tout le monde travaille avec les mêmes règles, pour entrer dans un autre monde, un monde multipolaire, dans lequel chaque pôle définit ses relations avec les autres par des accords qui sont des accords bilatéraux. Alors, c'est fondamental parce que ça veut dire qu'au lieu de dire que le monde est monde, et puis que tout, on fait partie d'une grande société mondiale, tout ça c'est fini, ceux qui disent ça, ils ont 20 ans de retard. En réalité, on est rentré dans autre chose. Chaque pôle a sa politique, chaque pôle a ses capacités, chaque pôle veut avoir sa spécificité au niveau culturel, au niveau production, au niveau produit, au niveau des gens aussi. Hein, et à partir de là, donc, chaque pôle exige que les autres le reconnaissent pour tel. Alors, vous me direz oui alors. Eh ben, la conséquence de ça, c'est que chacun de ces pays de ces zones, parce que les pôles, c'est pas uniquement un pays, c'est des groupes de pays, hein, des groupes de pays, sauf dans le cas de très grands pays comme la Chine, hein, ou l'Inde, mais en général, c'est plusieurs pays qui se retrouvent ensemble, hein, comme vous avez par exemple, vous parlez de la Russie, mais on ne peut plus aujourd'hui parler de la Russie toute seule. La Russie, il y a quelques pays autour, hein, on ne peut pas parler non plus on peut pas parler de l'Indonésie qui se développe sans évoquer le fait que il y a l'Indonésie, mais en réalité c'est tout le sud de l'Asie, avec Singapour, avec la Malaisie, avec toute cette zone qui est en train de se développer très vite, et ensemble, et on pourrait comme ça prendre d'autres exemples dans le monde entier. Donc chaque pôle a sa propre production, chaque pôle donc développe ses sociétés et ses usines, et une fois que les sociétés et les usines sont puissantes dans le pôle, ben c'est normal, elles veulent aller ailleurs. Elles veulent aller ailleurs, elles veulent exporter ailleurs. Et alors, par exemple, avec nous, Français, eh bien, elles nous disent, eh bien, si vous voulez que nous vendre des produits chez nous, eh bien, il faut que vous acceptiez de vendre des produits qui viennent de chez nous. Donc, si vous voulez, on est dans la réciprocité. On n'est plus dans le libre-échange traditionnel. Ça, c'est la grande nouveauté du début du XXe siècle, du XXIe siècle. Et on est tous surpris parce que personne ne l'avait prévu. C'est ça qui est le problème. Et tout ça, ça déclenche une concurrence internationale terrible. Parce que tous les moyens sont bons pour réussir. Dans un pays en développement, comment faire quand vous voulez prendre la place de ceux qui viennent de chez nous et qui sont leaders du marché? Ben, il faut faire des produits qui soient aussi compétitifs que le leader. Donc comment on va faire? Eh ben, on va copier. On s'en fout, on est chez nous. On va copier. On va copier les produits et à ce moment-là, ben, très vite, on va pouvoir avoir un produit équivalent à celui du leader, hein, et donc être compétitif. Dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va tirer parti de nos propres avantages. Dans les pays en développement du tiers-monde, le coût de la vie est beaucoup moins cher, les taxes, il y en a beaucoup moins. Donc qu'est-ce qui se passe? Les produits coûtent moins cher. Si on n'a même pas financé la recherche, puisqu'on a copié le produit du pays développé, si on ajoute à ce moment-là le fait qu'on a des coûts moins élevés, eh ben forcément on est plus compétitif. Donc on va prendre une part de marché importante dans son propre marché, et une fois qu'on l'a eu, où on va? Eh ben on va chez l'autre. Et on va chez l'autre vendre un produit qu'on a copié,
ou qui ressemble beaucoup, et on va y aller en le vendant moins cher que le produit qui est sur le marché. Et à partir de ce moment-là, on rentre dans une concurrence terrible, parce que, évidemment, on se bat à armes inégales. Comment, dans cette situation-là, c'est la situation actuelle, hein, parce que moi, je pense que vous êtes tous des étudiants brillants, vous entendez parler de crise depuis quelques années. Bon, ceux qui parlent de crise font un épouvantable mensonge. Nous ne sommes pas dans une crise. Nous sommes dans une mutation profonde dans laquelle les pays occidentaux qui ont dominé le monde depuis 500 ans sont en train de perdre le leadership au profit d'autres pays. C'est ça le fondement de l'histoire. Et c'est normal. Dans l'histoire du monde, si vous reprenez, il y a toujours eu des cycles. Alors il y a eu un moment, il y avait les Grecs qui dominaient le monde, et puis il y a eu les Romains, et puis il y a eu nous, et puis maintenant il va y avoir... Maintenant c'est les pays asiatiques qui vont prendre le leadership. Hein. La Chine est devenue la première puissance du monde économique et la première puissance du monde en réserve financière. Bon, ben c'est parti. Hein. Et la prochaine qui va émerger, c'est malgré ses problèmes, je dirais, claniques et ethniques, ça va être l'Inde. Bon, on le sait très bien. Bon, on l'a dit, les Chinois, Deng Xiaoping, quand il a lancé la Chine, a dit la Chine doit devenir l'usine du monde, mais ce qu'on n'a pas vu, c'est que les Indiens ont dit, mais nous on deviendra le secrétariat du monde. Et ça commence. Donc, alors, on est donc dans un monde en pleine mutation, et il ne s'agit pas de dire c'est bien ou c'est mal, il s'agit de le constater et de se dire comment, dans cet environnement, je peux m'en sortir. Alors pour des pays comme les nôtres, évidemment, la question c'est qu'il faut être un peu imaginatif, il faut être innovant, il faut essayer de tirer parti de nos capacités propres et en se disant qu'est-ce qui est chez nous suffisamment fort pour nous permettre de faire face aux autres. Bon. Et on s'aperçoit que il y a le plus gros avantage que nous avons par rapport à tous les autres, hein, dans nos pays, dans les pays européens en particulier, c'est que nous avons une capacité d'ingénieur, une capacité de recherche, une capacité d'innovation qui est largement, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en raconte, largement supérieure à celle des autres parties du monde. Là-dessus, il n'y a pas photo, hein, c'est évident. Et là aussi, il faut tordre le cou à que j'entends souvent, moi j'entends parler, on me dit « Ah oui, mais les États-Unis sont le pays qui dépose le plus de brevets », par exemple, c'est faux. Ceux qui déposent le plus de brevets, c'est l'Europe. Seulement en Europe, on compte par pays. Personne ne s'amuse à faire la somme de tous les brevets déposés. Et si on fait la somme de tous les brevets déposés en Europe, on verra qu'on est plus fort que les Américains. Simplement, les Américains en plus sont malins, parce que quand ils rachètent une entreprise en Europe, ils exigent que le dépôt du brevet qui a été mis au point en Europe se fasse aux États-Unis. Ça, c'est un des gros problèmes actuels que nous avons. Donc il y a une fois qu'on a mis au point, qu'on a investi dans la recherche et le développement avec nos ingénieurs, avec nos fonds d'investissement, et bien après, les gens transfèrent le rapport du brevet, ce qu'il va rapporter, la royalty du brevet, et la transfèrent dans un pays étranger. Alors, évidemment, là, on est perdant. C'est valable pour les États-Unis, c'est valable, la Chine le fait aussi, hein. La Chine vient débaucher chez nous, mais ça se comprend, ça fait partie des règles du jeu, il ne s'agit pas de dire c'est bien ou c'est mal, il s'agit de dire bon ben comment dans ces conditions-là, nous on peut gagner, on peut s'en sortir. Alors je vous disais, nous avons la capacité, nous avons indiscutablement une capacité de recherche, d'innovation, qui fait qu'on est nettement supérieur à la moyenne dans ces domaines. Donc comment capitaliser là-dessus, comment faire avec ça qu'on soit meilleur que les autres? D'abord, il faut une politique volontariste. Une politique volontariste, non seulement au niveau des États, mais au niveau des entreprises. Là, c'est la première étape, je dirais. Il faut une capacité financière, parce que pour financer de la recherche, elle ne paye pas tout de suite, la recherche. Une recherche en pharmacologie, pour faire un produit pharmaceutique, par exemple, ça prend 9 ans. Donc, entre le moment où vous commencez à investir et le moment où vous mettez sur le marché, où vous avez ce qu'on appelle l'autorisation de mise en marché, eh bien, il faut 9 ans de temps. Pendant ces 9 ans, il faut payer. Donc ça représente de l'argent. Ça représente de l'argent, ça représente des investissements, et c'est pour ça qu'il faut qu'au niveau aussi bien de l'État que des systèmes financiers, des banques et autres, et au niveau des entreprises, il y ait suffisamment de capacité financière pour pouvoir amener ces moyens nécessaires pour faire la recherche et aboutir. Ça, c'est un des aspects. Mais il y a un deuxième aspect, c'est qu'on s'aperçoit également que ces informations, toutes les informations qu'on va recueillir
qu'on va stocker pour pouvoir être plus efficace, ben ces informations, il va falloir qu'on les protège. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un monde de concurrence exacerbée, et dans lequel le concurrent, qui n'applique pas les mêmes règles que nous, parce que les pays n'ont pas les mêmes règles les uns et les autres, eh bien, le concurrent, eh bien, lui, il va essayer de récupérer les informations qui sont chez vous, s'il pense qu'elles peuvent être utiles pour lui permettre d'aller plus vite dans sa conquête du marché ou dans son efficacité. Donc les concurrents de tous les coins du monde ne vont pas hésiter à utiliser les moyens qui sont les leurs pour récupérer des informations. D'où l'exigence de protéger l'information. Et on le découvre nous aussi d'ailleurs, parce que lorsque vous faites de la recherche, je reviens à ce que je vous disais sur la recherche, lorsque on fait de la recherche, vous pouvez la faire, je dirais, de manière comme le professeur Tournesol dans Tintin ou le savant Cosinus ou qui vous voudrez. C'est-à-dire, vous pouvez la faire en disant, je me mets quelque part, j'aurai l'inspiration et puis je vais trouver comment, tout seul, comme ça, hein, avec une idée géniale, hein, comme un inventeur, un inventeur classique de chez Lépine, hein, eh bien, je vais trouver une solution. Eh bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans les entreprises, c'est pas comme ça que ça se passe. Si vous voulez réussir un processus de recherche, il faut d'abord commencer à aller chercher toutes les informations existantes sur ce que vous cherchez ou ce que vous voulez faire au niveau mondial. Premier temps, allez chercher partout ce qui a été fait par les autres. Regardez ce qui marche. Regardez ce qui ne marche pas. Essayez d'identifier dans ce qui marche des domaines dans lesquels visiblement il y a un avenir, ou alors on peut penser qu'il y a un avenir et que les autres ne sont pas encore en train d'exploiter. Bref, c'est en allant à la collecte de toutes les informations disponibles et en les analysant que vous allez faire, je dirais, la première étape de votre travail de recherche. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez perdre un temps fou, car vous allez devoir réinventer ce qui a déjà été testé ou inventé ailleurs. Alors que votre astuce à vous, ça va être d'ajouter une plus-value par rapport à ce qui a déjà été fait en ayant trouvé un domaine dans lequel on peut faire mieux. Pour ça, et ça c'est ce qu'on appelle l'intelligence économique. Dans la pratique de l'intelligence économique, le problème va être donc de voir comment, et ça concerne tout le monde, toutes les entreprises, mais comme les États, parce que c'est pareil au niveau des États, hein, le problème va être de se dire comment je fais pour aller chercher les informations dont j'ai besoin, dont mon service de recherche a besoin, dont mes commerciaux ont besoin, dont mes financiers ont besoin. Bref, toutes les fonctions de l'entreprise. Alors comment je vais faire ? Eh bien, il y a toute une série d'étapes. La première, ça va être la prospective. Alors la prospective, c'est d'essayer d'imaginer qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir, parce que lorsque vous voulez inventer quelque chose, lorsque vous travaillez sur un nouveau produit, sur un nouveau concept, eh bien, il ne faut surtout pas faire quelque chose pour aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, il y a déjà les concurrents, il y a déjà tout le monde. Il faut vous projeter dans l'avenir en disant qu'est-ce que les gens auront besoin dans 5 ans, dans 10 ans, et de leur amener le produit dont ils vont avoir besoin. C'est ça la prospective. Imaginez l'avenir pour pouvoir anticiper. Et c'est vrai qu'en France, il faut bien le dire, on est très mauvais en prospective. On a tué la prospective au niveau de l'État français il y a pas mal d'années déjà maintenant, lorsqu'on a tué ce qu'on appelle le commissariat au plan. La France avait de grands projets de développement au niveau économique à travers un commissariat au plan qui fixait la DATAR, qui fixait des objectifs. Bon, si vous vous souvenez, par exemple, dans les années 58-60, à l'époque, eh bien, c'est comme ça qu'a été fixé le développement de l'Airbus, enfin les avions, l'aéronautique, ça a été les fusées, Ariane, ça a été les centrales nucléaires, ça a été toute une série de produits qui ont été imaginés, mais qui ont mis des années à être développés. Mais justement, le temps qu'on a mis à les développer a fait que lorsqu'il le besoin a été réel sur le marché, c'est à ce moment-là où nous on est arrivé parce qu'on avait anticipé en commençant à travailler dessus des années avant. Je me rappelle moi le patron de Sony, M. Morita, c'était bien avant que tous, pratiquement ici vous n'étiez pas nés, et c'est pas du tout de mon péjoratif, bien au contraire, c'est un regret pour moi de voir que l'âge que j'ai par rapport à vous.
Quand Morita, je me souviens, était venu en France, le patron de Sony, il avait fait une conférence, il avait lancé le Walkman. Alors maintenant, évidemment, tout le monde a des appareils, on a les mobiles, on a tout ce qu'on voudra. Hein. Mais à l'époque, il était arrivé avec son petit Walkman et il avait dit, voilà, j'ai inventé un nouveau produit, nous avons inventé un nouveau produit, hein, le Walkman, et vous verrez, dans 10 ans, tout le monde l'utilisera. Et tout le monde avait dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de se balader avec un magnétophone dans la poche et écouter avec une oreillette pendant qu'on se balade dans le métro, c'est ridicule. Ben, quand je vois le métro aujourd'hui, je me dis que Morita, il avait 40 ans d'avance. Il avait tout compris. Hein. Et il a réussi, parce que Sony est devenu la référence mondiale pendant un certain nombre d'années, même si maintenant il y a quelques petits problèmes. Je vous disais ça parce que donc, le premier temps, ça va être cette prospective, ça va être d'essayer aussi d'être créatif et d'imaginer le futur. Que la prospective, c'est pas uniquement, et vous le savez, c'est pas uniquement de se projeter arithmétiquement ou géométriquement dans le futur. C'est pas ça du tout. Hein. La prospective, c'est aussi d'essayer d'imaginer qu'est-ce qui pourrait bien se passer qui changerait les paramètres. Alors on peut faire les logiques des scénarios ou ce que vous voudrez, peu importe. Mais l'important, c'est de se dire, bon, dans le fond, qu'est-ce qui peut se passer? Quelles sont les réponses que je peux apporter dans quelques années et qui vont me permettre d'être leader? Je vais vous donner un exemple pour ne pas être trop sérieux ou pas encore ce qui est très sérieux. En 1900, si je prends il y a 50 ans, et j'étudiais le transport entre Paris et Marseille. Qu'est-ce que j'avais? J'avais le train, ça mettait 12 heures. J'avais la route, la fameuse Nationale 7. On mettait bien 10 heures. Allez. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Si je m'arrêtais là et que je disais comment je peux améliorer, qu'est-ce que je peux trouver pour gagner une position de leader sur le marché du transport de Paris à Marseille? Bon, ben, je me disais, bon, j'ai le train, 12 heures, est-ce que je peux l'accélérer? On me répondait non, les trains marchent à 100 ou 110 km/h, on ne peut pas aller plus vite. Bon. Nationale 7, la route, la nationale, est-ce qu'on peut l'améliorer? Et là, on me disait, ah oui, il y a un truc à faire, il y a l'autoroute. Et effectivement, l'autoroute Paris-Marseille a bouleversé toutes les règles, puisque on faisait Paris-Marseille en 7 heures. Donc ceux qui avaient joué le train en disant, il n'y a rien à faire, eh ben, ils se sont fait avoir par l'autoroute. De Paris à Marseille, tout le monde s'est mis à prendre l'autoroute. Et puis il y a quelques années plus tard, si j'avais été dans les années 80, hein, je vous aurais dit, bon, ben, dans le fond, l'autoroute, ça marche bien, on met 7 heures, le train, on met 7 heures, mais l'avion, puisque maintenant les avions, ça marche vraiment bien, hein, si on prenait l'avion, on va mettre 3 heures. 1 heure de vol, 1 heure pour rejoindre l'aéroport, 1 heure pour rejoindre le centre-ville de Marseille. Bon, donc, en 3 heures, je peux être à Marseille. Donc, conclusion, si je m'intéresse au transport entre Paris et Marseille et que je fais de la prospective, je dis, il est évident que dans les 10 ans à venir, c'est l'avion qui va emporter le marché, donc j'investis dans les avions. Et je vais avoir une position de leader dans 10 ans. Seulement, si j'arrête là en disant, je suis le meilleur, et c'est ce qui s'est passé, hein, parce que Air France et Air Inter, surtout à l'époque, on dit on a une position, maintenant on est tranquille pour 50 ans. Erreur. Parce que le train qui mettait 12 heures, ils ont inventé le TGV. Et le TGV, il met 3h30 aussi, pour Paris-Marseille, mais vous montez dans le train à la gare à Paris, vous arrivez à Marseille, à la gare de Marseille, un truc, et vous pouvez travailler dans le train ou dormir, parce que vous n'êtes pas dérangé. Conclusion, aujourd'hui, le train est en train de récupérer de plus en plus de clients par rapport à l'avion. Ce que je vous dis là, c'est ça la prospective. Selon le point de vue où vous vous placez, et la durée de vie sur laquelle vous voulez imaginer ce que vous pourrez faire, eh bien, vous allez donc décider de ce que vous allez choisir comme cible. Donc, selon ce que je vous ai dit, je vais devenir une société fabricante ou exploitante d'autoroutes, ou je vais devenir une société de transport aérien, ou bien je vais devenir une société de TGV. Bon, dans les trois solutions, à un moment donné, ça va rapporter. Bon, la question maintenant, c'est quel va être le prochain. Là, il faudrait y réfléchir sérieusement, parce qu'il y a forcément quelque chose qui va nous arriver dessus, qui va nous aider, qui va faire qu'on va encore gagner du temps sur Paris-Marseille dans 10 ans, dans 20 ans. Je ne sais pas, ce sera peut-être une fusée ou un truc automatique, allez savoir. Peu importe, on verra bien. Alors, je vous disais donc prospective.
Derrière la prospective, vous allez faire de la recherche, donc vous allez rechercher dans le monde entier des informations. Et quand on parle au niveau des entreprises, au niveau de la recherche, il faut savoir que, contrairement à une légende qu'on entend un peu trop souvent, on peut trouver, si on connaît comment aller chercher, on peut tout trouver actuellement, hein, dans le monde entier sur un problème qui vous intéresse. Ceux qui disent qu'on a des difficultés, c'est parce que c'est qu'ils ne veulent pas reconnaître la vérité. La vérité, c'est qu'il y a autant d'informations disponibles aux États-Unis qu'en Chine, en Russie ou en Europe sur n'importe quel problème. La seule question, c'est le problème de la langue. Parce que si vous parlez anglais et français, vous avez accès aux banques de données anglaises et françaises. Mais si vous avez accès, si c'est le chinois, eh ben, si vous ne parlez pas chinois, vous allez avoir du mal. D'où l'intérêt d'ailleurs, d'où le grand combat aujourd'hui des moteurs de recherche, qui n'est pas, contrairement à ce qu'on peut croire, le problème, enfin, on est passé de la sémantique à une approche conceptuelle dans les moteurs de recherche, mais la vraie étape sur laquelle tout le monde travaille aujourd'hui, c'est le problème des langues. À savoir, tout le monde est en train de travailler sur des moteurs de recherche qui auront en incorporé toutes les langues principales du monde et qui donc seront capables de faire la recherche dans toutes les banques de données, quelle que soit la langue, l'écriture et autres, qui pourront vous sortir tous les éléments dont vous avez besoin et vous traduire instantanément ces fameux éléments dans votre propre langue. C'est ça l'enjeu. Hein ? C'est en cours. Hein ? C'est en cours. Ça commence. Dans certaines langues, on commence à être très bon, dans d'autres, c'est pas encore ça, mais ça vient. Sachant que, je le dis pour vous êtes pas mal d'ingénieurs ici, techniciens, même beaucoup, puisque vous êtes tous dans cette branche, hein, il faut savoir que la traduction de langue, ça ne se fait pas avec des dictionnaires de traduction, ce sont des algorithmes mathématiques. Et là, on peut crier cocorico pour une fois, parce que vous savez que les Français sont parmi les meilleurs au monde en mathématiques. Hein, c'est pas pour rien qu'on collectionne les médailles Field, hein, l'équivalent du Nobel pour les mathématiciens. C'est pas pour rien qu'on les collectionne. Nos mathématiciens se font débaucher à prix d'or par tous les grands pays du monde. Hein, et dans les domaines de la traduction, nous sommes indiscutablement au cœur de tout ce qui se fait bien en traduction actuellement. Donc tout ça, c'est pour vous dire que bon, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, recherche. On arrive à savoir tout, ou pratiquement, et je dirais que depuis, et là vous en êtes des utilisateurs distingués, depuis 10 ans, on a connu une évolution considérable. C'est que avant, on ne cherchait que sur les banques de données, hein, les banques de données et les archives, qui étaient aussi à travers les banques de données d'ailleurs, mais on cherchait sur tous les éléments qui avaient été stockés, imprimés et autres, mais on connaissait peu les gens. On ne connaissait pas les dirigeants d'entreprise, on ne connaissait pas le personnel, on ne savait pas comment bouger les gens. Et puis heureusement, il y a eu les réseaux sociaux. Hein, et maintenant, avec Facebook, tous les autres, hein, LinkedIn et autres, on sait tout sur tout le monde. Et c'est un avantage énorme. C'est un avantage énorme parce que ça complète toutes les informations que vous avez sur les banques de données. Parce que quelqu'un, c'est l'habitude, c'est normal, maintenant c'est devenu une habitude pour tout le monde, mais les gens s'expriment, racontent leurs histoires, ont besoin d'échanger, et pour des professionnels, à partir du moment où vous savez comment échanger avec les autres, eh bien vous pouvez avoir des quantités d'informations complémentaires par rapport à celles que vous avez par les banques de données. Je pense en particulier aux forums. Hein, les forums spécialisés aujourd'hui sont une mine d'informations, puisque vous posez une question sur un forum, il y a toujours quelqu'un qui vous répond. Et si vous posez des questions et qu'on vous répond, eh ben vous pouvez poser d'autres questions derrière et progressivement vous allez apprendre les choses qui vous intéressent. Hein, dans tous les domaines. Alors, avant c'était réservé ça au service de renseignement des pays, parce que quand un président ou un ministre allait quelque part, on lui faisait une fiche sur la personne qu'il allait voir en face, en disant voilà ce qu'il aime, voilà ce qu'il n'aime pas, voilà ce qu'il met en colère, voilà ce qu'il aime manger, enfin bref, on avait plein d'informations sur la personne. Aujourd'hui, on a des informations sur tout le monde, donc c'est pas la peine de se casser la tête. Mais pourquoi c'est intéressant, au-delà de ce que je viens de vous dire sur le fait que les gens peuvent échanger et répondre, c'est parce que, par exemple, quand vous connaissez
un patron de société ou le négociateur qui va négocier avec vous quelque chose, eh bien, si vous le connaissez bien, vous êtes capable de manipuler la négociation à votre profit. Si vous savez que la personne a besoin, par exemple, de fumer toutes les heures, eh bien, vous ferez traîner les discussions pendant 55 minutes, et vous savez qu'à 5 minutes du moment où il a un besoin formidable d'aller fumer sa cigarette, on va rentrer dans les choses sérieuses. Et à ce moment-là, il aura tendance à lâcher dans la négociation. C'est ce que savent faire nos camarades les Bédouins du désert. C'est ce qu'ils font très très bien les Qataris, les Émiratis, les Saoudiens et autres. Les Français, quand ils partent en voyage d'affaires, ont horreur de passer le week-end dans les pays où ils sont. Ils n'aiment pas. Donc ils prennent toujours l'avion du vendredi après-midi pour passer le week-end à Paris. Hein. Quand vous le savez, et c'est ce que font les Bédouins là-bas, bien sûr, ils font traîner les discussions jusqu'au jeudi soir, et on entame les véritables discussions dans la nuit du jeudi au vendredi. Où le gars, il n'a plus qu'une idée en tête, c'est qu'il vous dit, ces imbéciles vont me faire rater mon avion, et du coup, il lâche, et la négociation, il la perd. Ce que je vous dis là, c'est, on l'explique, moi je le raconte. Quand je le raconte aux Saoudiens, ils rient évidemment, mais ils ne trouvent pas ça drôle que je le raconte, parce que ça les gêne, puisqu'on explique comment ils font. Bon. Mais vous me direz, nous on n'est pas mieux, parce que nous on en a fait aussi des coups. Hein. Quand on était la France, c'est un pays très accueillant à tout point de vue, et les entreprises françaises ne se sont pas gênées à certaines périodes, ou à certaines époques, hein, également, de pratiquer de la corruption à haut degré, mais pas de la corruption financière. Il y a plein d'autres voies dans la corruption, hein, de manière à ce que les gens soient complètement crevés et discutent sans avoir la tête bien sur les pensées de ce qu'ils devaient discuter. Et ça nous a permis de gagner quelques beaux contrats dans le passé. Mais maintenant, ça ne marche plus. Maintenant, c'est fini tout ça. Parce qu'on est rentré dans un monde extrêmement sérieux, extrêmement contrôlé, hein, et dans lequel vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Alors c'est là où ça devient de la psychologie pure. Et en psychologie, Facebook est la plus belle invention, je le dis, qui ait jamais été faite dans ce domaine. Hein, surtout qu'il y a pratiquement tout le monde sur Facebook actuellement. Enfin, Facebook et tous les autres du même style. Hein. Je ne veux pas faire de la pub pour un, ils sont tous pareils. Je vous disais donc, recherche à travers l'Internet, à travers tous les systèmes que l'on peut avoir, hein, et on s'aperçoit qu'on va récupérer des quantités d'informations dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'innovation, sur un domaine précis, on va recueillir des informations de partout. Le problème qu'on va avoir, et ça il faut faire très attention, c'est que s'il est vrai qu'en gros, hein, 95% de l'information sur n'importe quel problème, on vous le sort, c'est pas difficile, pour des gens qui connaissent, qui savent utiliser l'Internet, là je pense que la plupart d'entre vous savent le faire très bien, hein. Mais ce qu'il faut savoir par contre, il ne faut jamais oublier, c'est que 20% de tout ce que vous lisez ou entendez est faux. Et ça, c'est un autre problème. C'est-à-dire que l'hypermédiatisation du monde, celle dans laquelle nous vivons, fait que, au-delà des manœuvres dont je parlerai après, mais l'hypermédiatisation du monde fait que les journalistes n'ont plus le temps de vérifier leurs informations. C'est ça le problème. Donc, si vous voulez, là, une agence de presse, alors Reuters, Xinhua, AFP ou ce que vous voudrez, hein, une agence de presse, ou Novosni, une agence de presse va sortir une information, les journalistes vont recevoir instruction pour la télévision, la radio ou la presse de faire un papier ou tant de secondes de texte ou de son, hein, sur ça. Donc ils vont aller chercher sur Internet les informations, ils vont faire un texte. Ce texte, il va être publié, ou il va être lu, ou il va être annoncé. Bon. Et puis, à la suite de ce premier texte, eh ben, d'autres journalistes entendant ce texte réagiront. Et à la fin de la journée, on a ce qu'on appelle un espèce de millefeuille informatique, c'est-à-dire que vous avez au départ, en bas, vous avez l'information de l'agence de presse, et puis il y a toutes les explications brillantes qui ont été données par tous les journalistes durant toute la journée. Le problème, c'est que personne n'aura vérifié que l'information de départ, elle est vraie ou fausse. C'est bien ça le problème. Si l'agence de presse vous donne une fausse information, personne ne l'ayant vérifiée, tout le monde va croire qu'elle est vraie. Et le résultat, eh bien, c'est qu'ensuite, tout le monde croira, parce qu'on ira sur les banques de données, on ira sur tout ça, tout le monde croira que ce qu'on vous dit est vrai. Donc quand on fait de l'intelligence économique et qu'on fait on va faire de la recherche, donc, eh bien, il va falloir commencer par se dire, est-ce que ce qu'on me dit est vrai,
ou est faux. Et je vous conseille à vous, si vous voulez vous amuser un week-end, ça c'est pas fatigant, mais c'est intéressant, hein, et vous verrez que c'est étonnant même. Vous avez, même si vous êtes pas du tout des spécialistes de tous les domaines, et c'est normal, hein, vous avez une formation dans des domaines précis, mais dans les autres vous n'êtes pas forcément des experts, mais peu importe. Amusez-vous pendant 48 heures, tout ce que vous lisez ou entendez, à vous dire est-ce que c'est plausible ou pas? Est-ce que ça a une chance d'être vrai ou pas? Et vous allez découvrir tout seul, tranquillement, que les fameux 20%, eh bien, vous allez en découvrir au moins la moitié. Il y a au moins 10% de tout ce que vous allez lire ou entendre pendant 48 heures, vous allez vous dire mais ça c'est pas possible. Et si c'est pas possible, donc il y a un problème. Il y a un problème, et quand vous aurez compris ça, alors vous aurez ce qu'on appelle le doute constructif. Hein, en innovation, ce qu'on appelle le doute constructif, c'est-à-dire que vous serez à la fois méfiant, mais en même temps, vous essaierez de prendre en compte tout ce qui peut être positif pour vous. Hein, ça permet cette recherche, si vous voulez, avec cet esprit de doute, donc, qui fait que vous allez valider vos informations, vous allez recouper vos informations, vous allez essayer de les croiser avec d'autres pour être sûr qu'elles sont exactes, eh bien, ça va vous faire un travail préalable qui fait que vous arriverez à une espèce de synthèse de tout ce qui est connu ou identifié à aujourd'hui, hein, sur le domaine qui vous intéresse. Et cette synthèse, c'est ça qui vaut beaucoup d'argent. Ce qui compte, ce n'est pas la recherche que vous avez faite au départ qui coûte beaucoup d'argent ou qui compte beaucoup, parce que tout le monde peut la faire. Dans le monde entier, il y a des quantités de gens qui au même moment que vous font le même type de recherche maintenant, puisque tout le monde a accès au même moteur de recherche, a accès à l'internet dans tous les coins du monde. Donc le problème il n'est pas là. Tout le monde peut lire les mêmes livres, c'est pas difficile. Donc le problème n'est pas la recherche, le vrai problème c'est la synthèse. Aujourd'hui, avec l'excès d'informations que nous avons, et les fausses informations qui circulent, l'important c'est la synthèse, c'est-à-dire d'arriver à sortir ce que Rabelais appelait la substantifique moelle, hein, le cœur de tout, d'arriver à le sortir pour pouvoir donner ces informations-là, cette synthèse, alors aux chercheurs, aux décideurs, à celui qui en a besoin. Et il faut le donner de la manière la plus rapide possible, parce qu'il faut se souvenir toujours que dans d'autres coins du monde, les gens font la même recherche et que c'est le premier qui arrivera au bout qui aura gagné. Donc ça veut dire qu'en plus on est dans une espèce de course contre la montre. Course contre la montre qui est amplifiée au niveau du commercial par le fait que vous avez le temps normal, hein, le temps linéaire qu'on connaît tous avec nos montres, hein, et puis on a le temps des affaires, et le temps des affaires aujourd'hui est plus rapide que le temps linéaire. On l'a connu en 1943-44, quand les Américains ont préparé le débarquement en Europe, où ils ont inventé un système qui s'appelait le PERT à l'époque, qui était de séquencer en petits morceaux toutes les opérations pour gagner du temps par rapport à une opération linéaire. Donc on a accéléré le temps artificiellement. Enfin, on a réduit la durée artificiellement, donc on a fait une accélération de temps. Eh bien, c'est exactement comme ça que ça se passe aujourd'hui. On est dans un système dans lequel on vit une accélération permanente du temps des affaires, du temps de la recherche, du temps de la mise en marché, du temps du développement et du lancement des produits. Donc on est dans un autre monde. Et donc si vous traînez, si vous attendez, si vous vous dites, bon, bah moi j'ai le temps, hein, j'ai fait ma synthèse, bon, bah on la met dans un dossier, et puis on verra ce qu'on en fait dans un mois, dans 3 mois ou dans un an, vous avez tout perdu. Parce qu'au moment où vous la ressortirez, il y aura dans un autre coin du monde des gens qui l'auront déjà exploité. Et à ce moment-là, vous aurez perdu la guerre. Quand on arrive second ou troisième, on a perdu la guerre. Alors, donc, par rapport à ça, vous voyez, donc là, je vous ai donné un peu très rapidement, et je m'en excuse, le circuit un peu de ce qu'on appelle, nous, le cycle d'intelligence économique, qui va nous permettre donc d'être efficace pour créer quelque chose, hein, pour trouver, pour donner à nos chercheurs ou à nos spécialistes les moyens pour qu'ils puissent gagner. Mais vous vous rendez bien compte que en face, d'une part, il y a ceux qui savent chercher aussi bien que nous. Il y a ceux qui vont chercher à aller plus vite que nous en utilisant des outils plus modernes ou plus efficaces que les nôtres. Deuxième problème.
Il y a ceux qui vont pirater nos outils pour essayer de récupérer chez nous les informations que nous avons récupérées. C'est plus facile de piquer les nôtres que d'aller les chercher soi-même. Donc là, c'est encore une forme de piratage. Hein. Et puis, vous avez ceux qui vont carrément faire de la copie pure. Hein. Donc, qui vont détourner le produit final. Et là, on rentre, dans toute cette partie-là, on rentre sur ce qu'on appelle la protection de l'information, que j'évoquais tout à l'heure. Protection de l'information, ça va être... Donc, sachant que les autres veulent me piller, parce qu'il faut partir de ce principe-là, sachant que les autres, ce ne sont pas seulement mes ennemis, ce sont mes amis, parce que nos pires ennemis, ce sont nos alliés, il faut bien dire les choses comme elles sont, et même pire encore, ce sont nos proches. Je ne sais pas si vous savez qu'on avait fait une étude il y a 4 ans de ça, on avait fait une étude sur les attaques d'entreprises par d'autres entreprises. Hein? Et bien, sur 100 attaques informatiques dans une entreprise, sur une entreprise, on en avait 60 qui étaient faites par des Français contre des Français. Vous voyez, c'est pas tout ce qu'on entend. On en avait sur le reste, sur les 40 restantes, on en avait 25% qui étaient faits par nos alliés proches. Les Anglais, les Allemands, les Espagnols, hein, les Européens. Et les Américains, bien sûr. Et on en avait 15% qui étaient faits par des pays qui n'étaient pas nos alliés traditionnels. Donc, tout ça pour vous dire que nous sommes, en réalité, nous n'avons pas d'amis. Dans la concurrence internationale, personne n'a d'amis. Tout le monde est concurrent. Et pour une raison très simple, d'ailleurs. C'est que celui qui prend le marché, non seulement il a gagné, mais il va faire tourner ses usines, il va créer de l'emploi, il va garantir l'emploi de demain, dans le pays où il est. Alors que celui qui a perdu, il va fermer ses usines et il va foutre son personnel au chômage. Et je peux vous assurer qu'au niveau mondial, il n'y a pas de cadeau dans ces conditions-là. Chacun veut être celui qui engage et qui développe ses affaires et qui va tuer les autres. Donc, comme je vous le disais, nous n'avons pas d'amis. Alors, pas d'amis, eh bien, ça veut dire donc que le génie de l'homme va se manifester dans toutes les formes de piratage ou d'attaque qu'on peut avoir, hein, au niveau de l'information. Et là, dans ce domaine, il y a déjà un point qu'il faut bien voir, si vous voulez. Parce que il y a 3 types de grands piratages ou grands développements. Il y a d'une part le vol carrément, le vol d'ordinateur, hein, qui se pratique beaucoup plus qu'on ne le croit aujourd'hui. Dans les entreprises, par exemple, très souvent les ingénieurs se font voler leurs ordinateurs portables dans les trains, dans les aéroports, un peu partout. Bon, ça c'est quand je dis nous, bien sûr, on suit ça de très près, hein, parce que on essaie justement de sensibiliser tout le monde en disant faites attention parce que puisqu'on sait que vous allez vous faire voler vos ordinateurs, ne mettez pas dans vos ordinateurs des informations qui sont secrètes de l'entreprise. Mettez-les ailleurs. Puisqu'on sait que non seulement vous pouvez vous faire voler votre entreprise, votre ordinateur, mais on sait aussi que dans la plupart des pays du monde, quand on négocie des contrats par exemple, eh bien, il y a des gens qui vont rentrer dans votre chambre et qui vont aller copier le disque dur de votre ordinateur. C'est classique, ça se fait partout, hein, parce que c'est facile. Hein, il faut 3 minutes en gros. Hein. Il faut 3 minutes pour copier un disque dur d'ordinateur avec un petit programme, et ça se fait dans tous les coins du monde, et vous n'y verrez rien, parce que vous serez en train de déjeuner ou de dîner ou de prendre votre petit déjeuner, et pendant ce temps-là, quelqu'un se fera toutes vos informations. Sauf si vos informations, d'ailleurs c'est ce que nous disons, elles sont cryptées. Alors là c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faut casser le code, donc c'est plus difficile pour les autres. Hein. Ou alors vous ne les avez pas mis dedans parce qu'elles sont dans une clé USB qui est à côté. Une clé ou un disque ou autre que vous gardez dans la poche. Ça c'est une première approche, je dirais, classique. Mais
il n'y a pas que ça. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des fraudes qui utilisent ce qu'on appelle l'identité numérique. C'est le grand sport actuel, et on n'est qu'au début. Hein. Le grand sport actuel, c'est de faire croire quelqu'un va aller sur votre dialoguer avec vous et va vous faire croire qu'il est quelqu'un que vous connaissez, alors qu'il n'est pas. Donc il y a une substitution d'identité dans l'identité numérique, et de toute bonne foi, vous allez balancer des informations, virer des chèques, virer de l'argent, vous allez faire plein de choses, et puis en réalité, ça ne va pas du tout arriver à la personne que vous pensiez, ça va arriver à un autre. Alors vous me direz, ça paraît un peu comme ça. À titre d'information quand même, les boîtes du CAC 40 françaises, oui, les grandes sociétés françaises actuelles, avec ce type d'attaque, pour demandant des virements d'argent, hein, ce qu'on appelle nous les attaques à la nigériane, parce qu'elles ont lieu le vendredi soir, sont des méthodes qui sont un peu bizarres, mais depuis 3 ans, il y a 250 millions d'euros qui ont été virés illégalement comme ça ailleurs, qui a été perdu par les grandes entreprises. C'est pas un centime, hein. 250 millions d'euros. La semaine dernière, TF1 a perdu 1 500 000 adresses de gens qui étaient inscrits et qui avaient un fichier. Il a perdu un fichier. Target aux États-Unis a perdu un fichier de 45 millions d'adresses. Bon, ça a coûté la tête à son président. Domino Pizza, vous allez tous bouffer des pizzas de temps en temps, enfin je l'espère en tout cas. Hein, ceux, vous savez, qui livrent avec la petite mobilette là. Hein. Domino Pizza, il s'est fait piquer aux États-Unis 20 millions d'adresses, mais ce qui est plus grave, c'est qu'il avait toutes les coordonnées bancaires, puisque les gens payent par carte de crédit. Et ce qui fait que les 25 millions de gens, une partie d'entre eux se sont fait attaquer directement par les voyous, hein, qui leur ont piqué de l'argent sur leur compte en utilisant les opérations faites dans le cadre de Domino Pizza. Donc si vous voulez, là on n'est plus du tout dans un jeu amusant, parce que ça représente beaucoup de pertes et beaucoup d'argent. Donc d'où la nécessité de monter des systèmes de protection de l'information qui va nous obliger à imaginer des systèmes de degrés plus ou moins, je dirais, durs, hein, en allant depuis le simple pare-feu classique, hein, le mot de code classique, pour terminer par les cryptages à 500 et plus de 500 bits qui sont pratiquement incassables, même par les ordinateurs de la NSA. Hein. Donc, on va avoir toute une série de possibilités. Il va falloir apprendre, alors je reviens à ma recherche de tout à l'heure, eh bien, il va falloir se dire à chaque fois l'information que j'ai et à quel niveau de protection je dois lui donner. Hein, est-ce que je dois la mettre simplement avec un simple pare-feu parce que si je perds l'information c'est pas grave, ou alors est-ce qu'il faut vraiment que ce soit Fornox parce qu'il faut que je protège ça, parce que si jamais quelqu'un apprend cette information-là, c'est tout mon plan, c'est toute ma recherche qui est mise en l'air. Et ça peut aller très loin. Pour vous citer Sanofi. Sanofi, je vous disais tout à l'heure, les grandes sociétés, hein, Novartis, Sanofi, Pfizer et les autres, ils mettent 9 ans pour lancer un produit. Mais ils en sont arrivés aujourd'hui, parce que tout le monde se pirate, ils en sont arrivés aujourd'hui à déposer de faux brevets, hein, sur le marché mondial des brevets. Ils déposent de faux brevets afin que leurs concurrents croient que c'est un vrai brevet et que le concurrent investisse en disant si ils utilisent cette molécule, elle est intéressante, on va donc investir là-dessus pour savoir ce qu'ils peuvent bien chercher. Et pendant qu'ils investissent là-dessus, eh bien évidemment, ils se ruinent et ils ne cherchent pas les bonnes choses. Alors, entre parenthèses, ce que je vous raconte là sur Sanofi, et régulièrement les faux brevets qu'ils déposent, hein, mais les autres font pareil. Hein. Mais c'est aussi ce qu'ont fait les Américains contre les Russes pour les faire tomber dans 90, 92, hein, quand le président Reagan a lancé une gigantesque opération de propagande qui s'appelait Brad Pebble, caillou brillant, et qui était de dire on envoie dans l'espace des tout petits satellites tueurs qui vont tirer un coup de laser sur les satellites russes et sur les fusées russes, et donc les Russes seront foutus. Donc les Russes, ils ont pris peur et ils ont surinvesti en recherche
pour arriver à trouver la parade et eux aussi à faire ces fameux cailloux brillants. Le problème, c'est que les cailloux brillants n'existaient pas. Et les Russes y sont ruinés. C'est une des raisons de la chute de l'économie russe. Ils sont ruinés dans le spatial militaire, pour essayer de trouver une parade par rapport à ce que leur avaient fait croire les Américains, qui étaient bien incapables de mettre ça au point. Mais à l'époque, tout le monde cherchait. Ce qui fait d'ailleurs que c'est amusant de voir que quand la Russie est tombée, bien sûr tout le monde s'est précipité pour voir le niveau de recherche des Russes, et on s'est aperçu que grâce à tout ça, ils avaient dans certains domaines une avance considérable par rapport à tout le monde, parce qu'ils savaient tirer parti de choses que nous n'avions pas encore étudiées. Donc ça sert quand même, c'est de la recherche aussi, d'une certaine manière. Bref, je vous disais donc, on a besoin de protéger l'information. On a besoin de protéger l'information, on a besoin d'avoir ce doute en se disant quand même chaque fois est-ce que c'est vrai ce qu'ils nous racontent ou pas, hein. Et puis à partir de là, eh bien, on peut bâtir des plans de recherche, mais il va falloir, comme je vous le disais aussi, apprendre à se protéger ensuite. Pourquoi ? Parce que dans le monde des affaires, aujourd'hui, eh bien, on essaie de récupérer, comme je vous disais, des informations en volant des ordinateurs, en interceptant des messages, en interceptant les boîtes sur Internet, bon, en utilisant les forums, enfin, on voit la quantité de choses. Mais il y a aussi carrément des gens qui on envoie, ça c'est totalement illégal, mais malheureusement il y a des pays ou des gens dans certaines sociétés qui le pratiquent. Eh bien, vous avez des gens qui vont faire des opérations illégales, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer des stagiaires, des étudiants ou autres, chez des concurrents pour récupérer les informations. Ça arrive, donc il ne s'agit pas de se voiler la face, ça arrive, et ça pose un vrai problème. Ça pose un vrai problème parce que ça veut dire que quand un étudiant vient faire un stage ou un stagiaire tout court, mais quel que soit son niveau et son activité, eh bien, ça oblige l'entreprise à prendre des mesures de sécurité qu'on ne prenait jamais il y a simplement 10 ou 20 ans. Ne serait-ce que de prévenir l'étudiant que si des informations sortent de l'entreprise et qui sont secrètes, eh ben, il risque une condamnation pénale, c'est-à-dire il risque la tôle, ce qui est quand même toujours un peu ennuyeux. Hein. Je vous dis ça parce que c'est un vrai problème. C'est un vrai problème aujourd'hui. Et que moi qui m'inquiète, parce que je crois, il faut absolument, moi je fais partie de ceux qui croient beaucoup à la nécessité pour les étudiants d'aller en entreprise, et je constate que beaucoup d'entreprises freinent à cause de la peur du stagiaire. C'est vrai qu'il y a eu quelques cas spectaculaires, mais donc cette peur du stagiaire, il faut, et pour ça, eh ben, il faut alors chaque fois, il faut expliquer que non, que on protège, il faut faire la protection de l'information de telle manière que chacun puisse travailler sans que ça présente un risque pour l'entreprise. Et ça implique de le repenser par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Alors, le deuxième point que je voulais évoquer avec vous, dans ce cadre-là d'ailleurs, c'était le problème des salariés, parce que je vous ai parlé beaucoup d'informatique, je vous ai parlé d'Internet, je vous ai parlé des forums, mais je vais raconter une histoire sur les forums quand même pour vous faire sourire, et puis après on passera pour vous montrer quand même comment on peut récupérer les informations bêtement. Mais alors, ça marche. Et puis après je vous parlerai de la protection des salariés. Ouais, pour vous raconter une histoire vraie, Quand on était en bataille, il y a des Américains ici, il y en a parmi vous, non? Mais c'est pas grave, je raconterai l'histoire quand même, il n'y a pas de... non. On était en bagarre il y a quelques années, il y a 6-7 ans, 7-8, non, il y a plus de 8 ans. On était en bataille avec les Américains parce que les Américains étaient en train de préparer, avaient mis au point, ou mettaient au point le Boeing Dreamliner, qui était un Boeing uniquement fait avec du composite, donc qui devait aller plus loin, plus vite, en coûtant moins cher. En fait, il avait toutes les qualités. Et nous, les Français, on était avec notre A380, cet énorme avion, le plus gros de tous, qui était formidable, mais avec lequel on avait plein de problèmes. C'est le moins qu'on puisse dire à l'époque, parce qu'il avait été construit moitié en France et moitié en Allemagne. Bon, et ça, il ne faut jamais faire des choses comme ça quand on n'est pas véritablement parfait. Parce que la moindre erreur, ça ne pardonne pas. Et là, on avait fait une erreur. Vous qui utilisez, je pense, ce genre de choses. Le logiciel de dessin de CAO qui était utilisé par les Allemands et par les Français n'était pas le même. Et comme il n'était pas le même, les cotes n'étaient pas exactement les mêmes. Et quand on a voulu
bout à bout la partie de l'A380 construite en Allemagne et la partie française, dans un avion dans lequel il y a 50 km de câblage, hein, c'est pas un petit truc, hein, donc vous voyez tous les petits trous que ça peut représenter, ben, ce qui s'est passé, c'est que les trous n'étaient pas en face. C'est une catastrophe. Catastrophe, hein, parce que là, on était au montage final. Donc, autant vous dire qu'il a fallu tout refaire. Et pendant ce temps-là, nos amis américains nous ont agressés, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, de manière terrible. On se faisait tous les jours ou presque, on avait des campagnes, parce que, mais je vous en parlais sur la sécurité des salariés, on a des agressions, si vous voulez, d'image. C'est-à-dire que l'ennemi, hein, le concurrent, il ne va pas dire que vous êtes bon, que vous êtes sympathique, que vous êtes doué. Il va vous taper sur la tête chaque fois qu'il peut, bien entendu. Donc, on était avec ces attaques permanentes. Et de l'autre côté, personne ne nous parlait du Boeing. Il n'y avait pas un mot sur Boeing. Et on s'est dit, au bout d'un certain temps, on s'est dit, il y a quand même un problème, parce que, au niveau de l'État, je vous parle, on s'est dit, il y a un problème, parce que s'ils n'en parlent pas, et que l'avion ne vole toujours pas, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. Il aurait dû faire ses premiers vols, il ne les a pas fait, donc il y a quelque chose. Mais quoi? Ils étaient très bons, parce que le secret était très bien gardé. Bon, bah, qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé 2 étudiants, volontaires bien sûr, je précise tout de suite, hein, on a envoyé 2 étudiants en Californie, c'est sympa, hein, passer 15 jours de vacances en Californie, à San Francisco, et on leur a dit, la seule chose qu'on vous demande, c'est vous achetez chacun un ordinateur portable, un ordinateur, vous allez prendre un indicatif local, normal, hein, vous arrivez comme si vous alliez dans un cybercafé, hein, et vous allez vous brancher sur le forum aéronautique de Seattle, Seattle étant le siège de Boeing. Et le forum aéronautique, vous allez poser une question, puis on verra bien ce qu'ils disent, vous allez dire pourquoi le train d'atterrissage ne marche pas. Nous, on n'en savait rien, hein. On ne savait rien sur le train d'atterrissage. Et donc c'est tout à fait légal, hein, je vous signale, il n'y a rien de secret là-dedans. Vous avez le droit de poser des questions sur un forum, hein, c'est la liberté. Hein. Bon, donc nos 2 jeunes, là, ils ont posé des questions. Premier jour, pas de réponse. Deuxième jour, ça a marché. Il y a un ingénieur de chez Boeing qui a répondu, qui a dit, mais pas du tout, c'est pas le train d'atterrissage, c'est la carlingue qui a des problèmes. Ah, alors là, on a dit, on les tient. Et on les a fait parler. Par des questions, on a fait parler. Et en 8 jours, on a su tout ce qu'il y avait qui ne marchait pas dans le Boeing. À savoir, en l'occurrence, que, ça c'est pour les techniciens, que comme c'était du tout composite, la structure n'était pas assez rigide. Donc il y avait des vibrations considérables dans la structure de l'avion. C'est un gros avion, hein. Il y avait des vibrations considérables, ce qui fait que quand il roulait, on avait l'impression d'être dans un marteau-piqueur, tellement ça bougeait. Et évidemment, vous ne prenez pas un avion dans un marteau-piqueur, hein, ça c'est clair. Vous voulez vous demander de descendre tout de suite. Donc ça, c'était pas possible. Et la deuxième chose qu'on a découvert, parce que la personne n'en savait rien, c'est que en ayant fait une structure tout composite, quand la foudre tapait l'avion, et tous les avions du monde se font taper par la foudre en vol. Mais la foudre, elle suit le métal, elle repart. Le problème avec cet avion tout composite, c'est que la foudre tapait, rentrait et faisait un trou. Alors évidemment, à 10 000 mètres, c'est pas très bon. Donc, nous, ça nous a suffi. On a dit à nos 2 jeunes, vous rentrez. Alors, ils n'étaient pas contents parce qu'eux, ils trouvaient que c'était sympa de passer des vacances en Californie. On leur a dit, non, non, vous rentrez. De toute façon, on méfiait quand même des petits camarades d'en face en se disant, il y a peut-être des gars qui vont s'étonner de pourquoi il y a eu ces questions posées. Les gens de la sécurité de Boeing, on s'est dit, ils vont peut-être se poser des questions. Et comme on se méfiait quand même, on a dit, on les rapatrie. Bon, ils ont passé la reste de leurs vacances sympa ailleurs, ils en ont bien profité. Et nous, on a pu à ce moment-là dire dans la presse et ailleurs, et la télévision, on a pu expliquer que si nous, on avait des problèmes, et eux, ils en avaient d'encore plus gros que nous. Et à ce moment-là, la guerre s'est arrêtée faute de combattants, puisqu'évidemment, à partir du moment où vous en avez autant raconté sur le concurrent s'arrête de vous attaquer. C'est la neutralisation. Si vous... Donc tout ça pour vous dire que dans ce monde très concurrentiel dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, hein, et dans lequel vous allez rentrer, hein, eh bien, c'est un monde dans lequel tout, aussi bien au niveau des États, car il faut bien le voir, au niveau des États qu'au niveau des entreprises, qu'au niveau des universités, hein, souvenez-vous quand même, le vaccin, le sida, c'est les Français qui l'ont trouvé, c'est les Américains qui ont touché les royalties, parce qu'ils sont venus le piquer en France. Faut pas l'oublier ça, hein. C'était une des premières démonstrations qu'on a eues de comment se passaient les choses dans un monde qu'on pensait un monde irréprochable. Hein. Oui.
Il ne faut pas l'oublier. Il y en a d'autres, je pourrais vous en raconter des dizaines. Alors là, on n'a pas le temps et puis ce serait pas, on n'est pas là pour ça. Donc, alors face à tout ça, le problème devient, une fois qu'on maîtrise plus ou moins tous ces problèmes, le problème devient le salarié. Le problème devient la personne qui travaille dans l'entreprise, qui travaille dans un labo de recherche, qui travaille dans une administration, parce que cette personne, il va falloir apprendre à le protéger. Il va falloir trouver des solutions pour qu'il puisse, dans la mesure du possible en tout cas, ne pas avoir, lui, de mauvaises surprises, c'est-à-dire avoir des pressions extérieures qui pourraient l'amener à faire des bêtises, qu'il en ait conscience ou pas. Donc il faut le protéger. Mais il faut falloir pour cela le sensibiliser, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on l'explique dès qu'il commence dans une entreprise, dans une administration ou dans un labo de recherche, il va falloir qu'on l'explique qu'il y a un certain nombre de précautions qu'il faut apprendre à faire. Et c'est un peu ça dont je voulais maintenant vous parler. Un salarié, a priori, dans le monde dans lequel nous sommes, c'est quelqu'un qui arrive, qui a un contrat de travail, alors durée déterminée ou durée indéterminée, et qui doit accomplir un certain nombre de règles, qui doit respecter un certain nombre de règles dans le cadre de l'entreprise où il est. Il est tenu par le règlement intérieur, il est tenu par les statuts de l'entreprise, il est tenu par les lois de la République, en tout cas chez nous, et qui doivent être respectées. Donc il y a un certain nombre de règles qu'il doit suivre, et on va lui expliquer, à partir de ces règles, comment il doit se comporter. Ce que je vous disais tout à l'heure, quand vous avez un ingénieur qui va à l'étranger, par exemple un ingénieur commercial, qui va aller vendre quelque chose, ou quand vous avez un chercheur qui va participer à une conférence à l'autre bout du monde, il est très important qu'il ait conscience des risques qu'il peut avoir. Parce que dans certains coins, c'est très possible que des gens viennent soit essayer de le convaincre de venir travailler pour eux, c'est le débauchage. Il peut aussi avoir, comme je vous disais tout à l'heure, des gens qui, l'ayant bien identifié, vont lui piquer les informations qu'il a amenées avec lui. C'est le piratage de l'ordinateur, c'est la copie du disque dur. Il y a des gens qui peuvent aussi le faire parler. Parce qu'il y a des fois, dans certains domaines, dans la recherche en particulier, il y a des choses qu'on n'a pas publiées, mais que vous allez dire de manière verbale. C'est comme dans les conférences. Quand vous faites une conférence, si quelqu'un vous pose une question, en général, vous allez y répondre. Et très souvent, on s'aperçoit que les conférenciers disent plus dans les réponses qu'ils apportent que dans la conférence elle-même. Parce qu'ils vont être obligés de répondre précisément à une question posée. Donc si vous êtes venu uniquement pour lui poser la question dont vous avez besoin pour la recette que vous êtes en train de travailler, ou pour le produit que vous êtes en train de développer, vous avez une bonne chance qu'il vous réponde. En tout cas, qu'il vous donne des éléments. S'il n'a pas été préparé à ça. Donc il y a toute une préparation nécessaire pour apprendre aux gens à être méfiants, à ne pas dire n'importe quoi, parce que, et quand je dis ça, c'est pas uniquement le salarié, moi je vous parle pas du gars qui est uniquement le contremaître, qui peut aussi avoir, ou le contremaître ou l'ouvrier, qui peut avoir des informations très intéressantes, faut pas se leurrer, mais c'est aussi le président de la société. Le meilleur endroit pour apprendre des informations sur un groupe, par exemple, c'est tous les 3 mois quand le président du groupe vient parler devant les analystes financiers. Parce que là, c'est la bourse, les actionnaires, tout ça. Donc le gars, il va expliquer qu'il est formidable, et pour convaincre qu'il est formidable et sa boîte va beaucoup mieux qu'on ne le croit, il va parler. Si vous êtes le concurrent et que vous êtes là, et que vous posez 2 ou 3 bonnes questions, vous allez avoir une mine d'informations sur la stratégie de l'adversaire. Moi, j'ai pas le temps de vous le faire ce soir, mais à un moment, on s'amusait à ça. Je l'ai fait dans des écoles de commerce, de prendre le rapport annuel d'une grande société et puis de le décortiquer au sablon. Ils envoyaient, voilà ce qu'il a dit, première page, deuxième page, troisième page. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on décode, et puis à la fin, on dit, voilà, maintenant au bout de l'histoire, au bout d'1 heure ou 2 heures, on dit, maintenant vous voyez, voilà la stratégie du groupe, et vous avez tout dit.
Alors vous, si vous avez lu le bouquin à toute vitesse, vous n'avez pas fait attention, mais si vous avez vraiment travaillé le truc, vous êtes capable de donner sa stratégie. Et ça vaut beaucoup d'argent. Parce que si vous connaissez la stratégie de votre concurrent, vous êtes capable de l'arrêter, ou de le gêner, ou de le bloquer. Hein, donc vous voyez, donc c'est... Alors, c'est tout cet aspect, si vous voulez, c'est tout cet aspect-là sur lequel on a besoin de sensibiliser tout le monde, et en faisant comprendre à chacun que, en définitive, on n'est pas dans un système dans lequel vous arrivez, bon, je pense que tu parles du salarié, vous n'êtes pas isolé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là uniquement pour faire une période de temps, que vous êtes payé pour ça et qu'après vous en allez. C'est pas vrai. En réalité, vous faites partie d'une collectivité et si vous faites une erreur, c'est toute la collectivité qui va le payer. Si l'information que vous détenez parce que vous êtes chargé de négocier quelque chose ou parce que vous avez travaillé sur un projet de recherche, si cette information elle sort, eh bien, d'autres concurrents vont s'en emparer. Et ces concurrents qui vont s'en emparer, ils vont être plus performants que vous ou aussi performants que vous. Donc votre entreprise marchera moins bien. Et donc, c'est vous tous, vos collègues et vous-même, qui allez en payer les pots cassés. Donc, si vous voulez, c'est ça qu'il faut bien comprendre dans ces domaines-là, c'est qu'aujourd'hui, la protection des salariés, et moi je ne vous parle pas de protection contre les accidents sur les machines ou les trucs comme ça, ou la fatigue des yeux devant les écrans d'ordinateur. Ça, je considère que c'est de la technique, c'est réglé, il y a des lois, il faut les appliquer, il n'y a aucun problème. C'est pas ça la protection. La protection, c'est protéger le salarié contre lui-même et pour lui-même, hein, par rapport donc à toutes ces attaques extérieures, ces agressions extérieures dont il peut avoir. Hein, et nous sommes bien placés pour savoir, par expérience, que ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps parce que, vous savez, je vais vous dire dans un autre domaine, pour vous expliquer comment ça peut se passer. Regardez, si vous voulez, voilà, vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas dans le social. Hein. Du moins, quand on est des ingénieurs, des techniciens, des chimistes, tout ça, chimie-tech, bon, on n'est pas dans le social. Mais si vous étiez des ingénieurs qui travaillaient sur le social, hein, moi je vais vous donner un truc que j'ai appris quand j'étais jeune patron d'entreprise dans une boîte française très connue, hein, qui s'appelait Ricard, hein, une boîte sociale, qui était une vraie boîte sociale. Et le patron, qui s'appelait Paul Ricard, quand j'avais commencé, il m'avait dit, si vous avez un problème d'usine, c'est simple. Pointez-vous le matin à 6 h du matin au café en face. Avec une casquette sur la tête et des lunettes pour qu'on ne vous reconnaisse pas trop si on vous connaît. Mais pointez-vous et écoutez ce que disent les gens. Et revenez à 5 h de l'après-midi quand c'est la fin du travail de la journée, ou à 6 h de l'après-midi, revenez dans le même café et écoutez encore les gens. Et en 2 jours, même en 1 jour, vous savez ce qui se passe dans l'entreprise. Vous comprenez les problèmes, pourquoi les gens ne sont pas contents, le vrai motif de la grève, les manifestations qu'ils vont faire, les leaders, vous savez tout. Parce que tout le monde parle et c'est normal, c'est humain. Il suffit de savoir écouter. Mais ce que je vous dis là, vos concurrents, ils le font aussi. Vos concurrents, ils le font aussi par des moyens informatiques, mais ils le font aussi par des moyens tout court de rencontre avec vous. Hein, on le fait, et donc, il va falloir donc qu'on apprenne tout ça. Et c'est un état d'esprit. En définitive, et je crois que c'est ça qui est pour moi le plus important. Je pense que dans le monde actuel, à partir du moment où on prend conscience qu'on est dans un monde hyper concurrentiel, celui dont je vous parlais au départ, hein, où personne ne se fait de cadeaux, eh bien, il faut bien être conscient que c'est un état d'esprit que vous devez avoir, un état d'esprit de protection intelligente. Il ne s'agit pas de mettre des barrières partout, des barbelés partout, c'est ridicule. Mais il s'agit de se dire, je peux à tout moment devenir une cible, et puisque je veux devenir une cible, il faut que je fasse attention à ne pas le devenir. Donc je fais attention à un certain nombre de choses. Et c'est du truc très simple. Ça commence, vous savez, dans les entreprises, quand on fait, moi, dans mon club des directeurs de sécurité, moi je m'amuse souvent parce que quand des présidents de société m'invitent à parler à leur comité de direction, pour leur expliquer comment ça se passe, en général, on me dit toujours, chez nous, tout va bien, il n'y a pas de problème. Et puis, invariablement, c'est chez nous, alors, les ordinateurs, hein, tous les bureaux, les ordinateurs, il y a des codes. Donc, on est tranquille.
Et moi, chaque fois, quand on me dit ça, je dis, bon, bah écoutez, je propose au directeur de la sécurité informatique, au directeur des systèmes d'information, puis au secrétaire général, au président s'il a le temps, écoutez, on peut faire un étage comme ça, vite fait, tous les trois, là, on va se balader, hein, on va rentrer dans les bureaux, vous allez voir. Et puis, dans un bureau sur deux, le code, il est collé avec un post-it sur l'écran, parce qu'on a peur de l'oublier. Et chez les autres, il est dans le premier tiroir à gauche du bureau, parce qu'on a toujours peur de l'oublier. Ceux qui ne l'ont ni dans le tiroir du bureau, ni sur l'écran, alors ceux-là, il faut leur décerner une médaille. Comme ils ne sont pas nombreux, ça ne coûtera pas cher. Et on est tous pareils. On est tous pareils. Il n'y en a pas un. Parce que c'est la nature. Hein, on est comme ça. Parce qu'on ne va pas se casser la tête, parce qu'on ne veut pas faire la routine, parce que c'est normal tout ça. Donc, c'est bel et bien un état d'esprit qui doit nous amener à travailler, à réfléchir, à se dire, tiens, il faut qu'on avance, mais il faut que je protège mes informations, il faut que je protège les informations de mon groupe, et il ne faut pas que je laisse partir des trucs qui peuvent nous poser des problèmes. Ou il ne faut pas que je fasse de déclarations intempestives. Hein. Alors, en France, et là je parle surtout pour ceux qui sont des Français, hein, ce qui est frappant en France, c'est que l'information, c'est le pouvoir. On a une culture particulière dans ce pays, mais un peu comme les Latins. Les Espagnols, les Italiens, c'est un peu pareil. Hein. On a une culture qui fait que l'information, c'est le pouvoir, c'est-à-dire qu'on n'aime pas partager. Quand on a une information, on la garde pour soi parce que c'est ce qui nous donne le pouvoir. Je suis chef parce que je sais un peu plus que l'autre à côté. Et ce qu'on n'a pas compris, c'est là où c'est terrible, par rapport à d'autres, et qui sont beaucoup plus malins que nous de ce côté-là, comme les anglo-saxons, qui l'ont compris depuis longtemps, ou les asiatiques, c'est que c'est exactement le contraire. Puisque 20% de l'information qui circule est fausse. Hein, si je ne recoupe pas mon information avec celle des autres, peut-être que ce que je crois être essentiel est un faux. Et à ce moment-là, je suis vraiment l'abruti du siècle. Donc si je veux éviter d'être l'abruti du siècle, il faut que je recoupe mon information avec d'autres. Il faut donc que je travaille en réseau, il faut que j'échange. Et le grand secret aujourd'hui pour nous, de la pratique de l'intelligence économique, pour protéger l'information et pour sécuriser les salariés, c'est d'apprendre à travailler en réseau. Si on échange tout le temps, entre gens qui se connaissent, hein, qui travaillent ensemble, si on échange tout le temps, alors on augmente considérablement le degré de sécurité du groupe, d'une part. Hein. On peut déclencher des alertes dans le groupe s'il y a quelque chose de bizarre en prévenant tous les autres. Et au niveau des informations, on peut vérifier en discutant avec les autres que notre information est probablement bonne, ou a toutes les chances d'être bonne. Donc c'est aussi un travail important. Il faut bien voir. Nous devons changer pour nous, alors pays latin, individualiste par essence, il faut qu'on apprenne à travailler en groupe et travailler en réseau. Et ça, c'est un des grands changements actuels. Et ceci dit, je vous dirais quand même un paradoxe par rapport à tout ça, parce qu'il faut quand même aussi un peu vous créer des réflexions et des problèmes. C'est que en même temps que je suis en train de vous dire qu'il faut travailler en réseau, toutes les études qu'on a sur le monde dans 20 ans montrent que du fait de l'informatisation, du fait de l'arrivée du cyberespace et du numérique, les gens vont être de mieux en mieux informés individuellement. Et que cette amélioration individuelle de la capacité d'information, puisqu'on aura accès à quantité de choses avec des moteurs de recherche de plus en plus faciles d'accès, donc utilisables par la plus grande partie des gens, hein, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui, eh bien, cette capacité, je dirais, d'information qui vous rend plus fort au niveau individuel, va nous amener à changer les structures et les organisations. Parce que on ne pourra plus piloter dans le futur dans des organisations de type ce qu'on appelle hiérarchique, hein, avec le chef, les sous-chefs de chefs et ainsi de suite. C'est terminé. Parce qu'on va quitter la structure pyramidale en triangle pour aller vers une structure en râteau, ce qu'on appelle en râteau, horizontale, puisque l'homme est capable, un homme normal est capable de traiter 7 sujets ou 7 personnes à la fois, c'est la moyenne, hein, d'après les psychosociologues. Les meilleurs, Napoléon arrivait à traiter 12 à 14 personnes à la fois, c'est là où il était génial. Hein. Il y en a d'autres hein, comme lui, mais qui sont bon.
Mais quand vous êtes avec vos ordinateurs, on peut travailler en réseau jusqu'à 30 personnes ou 30 problèmes à la fois qu'on peut gérer ensemble. Donc c'est on va vivre dans les 20 ans à venir un bouleversement complet de nos systèmes, dans lequel d'un côté on aura des gens qui sont beaucoup mieux informés individuellement, ça c'est le côté individu, et d'un autre côté avec une exigence de travail en réseau, comme je disais tard, pour toutes les raisons que je viens de vous dire tout à l'heure. Donc c'est assez paradoxal puisque l'individu monte en puissance, mais dans un réseau dans lequel il fait partie et qui doit fonctionner entre tous les gens qui sont au même niveau. Donc ça c'est très intéressant parce que c'est vraiment une nouveauté. Hein. C'est les derniers, et on est sûr de nous, hein. C'est dans l'horizon 2025-2030, on y est partout dans le monde pratiquement. On y sera pratiquement partout, enfin dans les pays ayant accès à l'information. Alors un dernier point avant de vous laisser poser des questions, je voulais vous dire, c'est que nous sommes, là encore, on est dans un monde qui est, donc comme je vous l'ai dit au départ, en pleine mutation. Donc c'est un monde plein d'opportunités. Parce que les mutations, tous ceux qui sont un peu plus malins que les autres, ils savent en tirer parti. Donc, et ça c'est valable chez nous comme chez les autres, c'est valable en France comme dans tous les pays. Donc au lieu de dire toujours, comme souvent on est toujours en train de gémir sur notre sort, sur nos difficultés, hein, il faut arrêter ça, il faut se dire que dans ce monde qui change, à tous les échelons, tous ceux qui vont savoir tirer parti de cette évolution, tous ceux qui auront appris à aller chercher les bonnes informations dont ils ont besoin pour être efficaces, à les recouper pour être sûr qu'elles sont bonnes, tous ceux qui auront appris à se méfier de leur environnement pour ne pas en dire plus que ce qu'ils doivent en dire, eh bien, ceux-là ont toutes les chances, qu'ils soient des individus, des entreprises ou des États, ils ont toutes les chances de réussir. Et que le grand problème qu'on va avoir, alors vous ne l'avez pas puisque vous êtes tous équipés d'ordinateurs et vous êtes dans le cyberespace à plein, mais le vrai problème du futur, indiscutablement, ça va être la fracture numérique. Dans le monde actuellement, nous avons des pays comme les nôtres, et dans tous les coins du monde, hein, pays en développement ou pays, je dirais, déjà développés, hein, qui ont accès à l'informatique, qui ont accès au numérique, qui ont des moyens de traitement du numérique, ceux-là, ils vont s'en sortir, il n'y a aucun problème. Mais le malheur va tomber sur ceux qui n'ont pas accès à ça. Donc les pays qui n'auront pas la possibilité de se développer, de financer, d'utiliser du numérique, avec à grande vitesse en particulier, eh bien, ils vont être pénalisés par rapport aux autres. Et on va donc avoir une véritable fracture, c'est pas une fracture sociale, mais une fracture numérique, mais qui sera bien pire, parce qu'il y aura ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et ça, c'est sur le plan philosophique, c'est un problème considérable dans lequel on est en train de rentrer, hein, cette coupure du monde en deux catégories. Et qui va complètement changer, là encore, notre vision du monde et son traitement. Parce que ceux qui sont capables de penser, qui ont l'accès à l'information et qui ont donc toutes les informations dont ils ont besoin pour être plus performants, pour être plus efficaces, pour travailler plus vite, et bien sûr, par rapport à ceux qui n'ont rien, comment voulez-vous que ça se passe? Et ne croyez pas que ça se passe qu'à l'étranger. J'étais il y a quelques mois, on m'a invité, je vais vous dire, hein, même le département dans la Creuse. Je ne sais pas si vous savez où est la Creuse, la plupart d'entre vous certainement pas. C'est dans le centre de la France, il y a à peu près 300 000 habitants, même pas, il y a moins de 200 000 habitants, c'est un coin perdu, il n'y a pas beaucoup d'usines, ça c'est vrai. Il y a des vaches, hein, il fait 800 mètres d'altitude, il y a des vaches et puis voilà, et puis des bois. Bon. Et on m'avait invité à la chambre de commerce de Guéret, en Creuse, leur faire un amphi justement sur l'avenir, sur l'information, sur le développement économique. Bon. Et puis bon, j'ai commencé, ils étaient une trentaine, un chef d'entreprise, il n'y a pas de grosses entreprises, hein, il n'y a que des petites ou moyennes, et elles ne sont pas nombreuses. Et alors moi j'ai commencé en leur disant, vous avez formidable, vous avez la chance ici, parce que les gens sont motivés, il n'y a pas beaucoup d'emplois, donc vous pouvez travailler, développer vos entreprises, j'en fais un grand topo. Et puis à un moment je leur dis, puis bien sûr, et puis avec l'internet, vous avez, même si vous êtes en Creuse au centre de la France, vous pouvez travailler avec le monde entier. Et là ils m'ont dit, mais monsieur, on n'a pas l'internet. Et là je me suis dit, ils sont foutus. Et du coup je ne savais plus quoi leur dire d'ailleurs.
Après, après, je suis revenu à Paris, puis j'ai vu Fleur Pellerin, qui est donc la secrétaire d'État, qui était à l'époque secrétaire d'État au numérique. Et puis je lui ai raconté l'histoire en disant, attendez, il y a quelque chose, il faut forcer les industriels de l'Internet à mettre des relais Internet en Creuse, sinon vous condamnez 160 000 personnes à vivre dans des conditions misérables, parce qu'il n'y a aucune chance que des industries s'implantent. Ça aussi, ça compte. Voilà un peu ce que je voulais vous dire pour vous raconter un peu beaucoup de choses. Et puis je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous voulez poser, en espérant que je ne vous ai pas trop abruti pendant cette première partie. Merci et je vous écoute. La parole est à vous. Merci. Alors, qui veut se lancer ? Oui. Ben, on a à côté, parallèlement à nos capacités à nous, il y a les capacités machines qui se développent. Aujourd'hui, vous savez, moi, quand je vois quand on a commencé, on était content quand on avait quelques données qu'on arrivait à récupérer. Bon, aujourd'hui, les moteurs de recherche, ça nous permettent de chercher, de traiter des centaines de milliers, même des millions de données. On a encore des problèmes, je vous le disais, au niveau des langues, mais par contre, au niveau des synthèses, on commence à avoir des logiciels qui vous transforment guerre et paix en 2 pages. Alors évidemment, il n'y a pas toute la finesse du livre de l'œuvre originale, mais enfin, on arrive quand même à savoir ce qu'on veut. Non, moi je pense que tout ça, ça va avec des à-coups, bien sûr, mais ça marchera en parallèle, si vous voulez. Ce que je retiens, et bien ça c'est pas par les entreprises, on l'a trouvé par les services de renseignement d'ailleurs. C'est que aujourd'hui, quelle que soit la qualité des outils que nous utilisons, à un moment, alors on ne sait pas pourquoi, mais à un moment, de toute manière, il nous faut un analyste, il faut un être humain qui, parce qu'il a une forme de pensée, même si aujourd'hui il y a des logiciels qui sont faits, des logiciels synaptiques qui marchent exactement comme le cerveau humain, mais malgré ça, il y a quand même un moment où l'être humain a quelque chose à faire. Alors, et ça c'est donc il y aura toujours un rôle de l'humain. Il peut être différent, il va évoluer de toute manière, mais il y aura toujours un rôle humain. Ne serait-ce que, si vous voulez, le choix. Moi, je vois en stratégie, donc là, c'est dans la stratégie d'entreprise. Mais en stratégie d'entreprise, on arrive aujourd'hui, en faisant la synthèse de toutes les données qu'on a, mais chez les militaires, c'est pareil, on arrive à avoir, 3, 4 options. C'est-à-dire qu'on amène à celui qui va décider 3, 4 options. En disant, voilà les avantages et inconvénients, voilà les 3, 4 solutions les meilleures que vous pouvez jouer. N'empêche qu'il faut en choisir une. Et c'est là où le logiciel ne le fera jamais. Parce que pour ce choix-là, il va y avoir la prise en compte d'un certain nombre de paramètres personnels, humains et autres, qui font que, selon ce que vous êtes, vous allez choisir une stratégie ou une autre. Vous allez être par exemple, vous allez être plus attaquant. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus défensifs. Vous allez réagir plus vite ou moins vite. Vous allez prendre un risque ou pas de risque. Regardez le principe de précaution, c'est très intéressant. Principe de précaution, on est 2 pays au monde à avoir inventé ça, l'Uruguay et nous. Bon, je ne vous dis pas ce que j'en pense, mais bon, ça c'est autre chose. Mais le principe de précaution, quand vous voyez l'interprétation qui en est faite par 10 personnes différentes, vous prenez 10 personnes, même ici, si je prends 10 personnes, on les met en ligne là, on leur dit, allez, vous allez remplir ce que vous pensez, un avantage inconvénient du principe de précaution. On va avoir sur 10 personnes, ça je vous le garantis, l'expérience a été faite 100 fois déjà, il y a celui qui dira, c'est une absurdité, il faut prendre des risques. Bon, et peut-être un peu trop à ce moment-là. Et l'autre au contraire qui va dire, non, pardon. Et l'autre au contraire qui va dire, il ne faut rien faire du non, c'est pas grave, j'en veux pas. C'est pas grave, il ne faut surtout pas bouger. Parce qu'en ne faisant, comme disait le président Cueil, qui était un Premier ministre célèbre de la 4ème République, il n'y a pas de situation, aussi complexe soit-elle,
qui ne se résolvent en ne faisant rien. C'est la 4ème République. Hein. Bon. Ceci dit, à l'ENA aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on vous apprend aussi, mais enfin ça c'est autre chose. Je donne des cours à l'ENA, après je vous le dis, sinon je ne me permettrai pas de dire ça. Hein. On vous apprend à attendre avant de prendre la décision, pour des raisons parfaitement compréhensibles sur le plan de l'administration. Mais quand vous êtes dans une entreprise, si vous dites à un patron d'entreprise, il faut attendre avant de prendre une décision, eh ben, je peux vous dire qu'au moment où il aura pris sa décision, déjà il y en a 5 ou 6 qui l'auront pris à sa place. Il ne pourra pas tenir. Donc l'individu a un rôle très important, c'est ça. Donc dans la question que vous posiez, il faut être optimiste d'une certaine manière. Oui, l'individu aura toujours un rôle. Mais ça s'accompagnera par des logiciels de plus en plus performants. Ça c'est clair. Mais à un moment donné, vous savez, c'est comme dans les films de science-fiction. Hein. On vous envoie sur Mars, on vous fait dormir pendant 2 ans, mais n'empêche qu'au moment où il faut atterrir, on vous réveille. C'est ça. Une autre question? Monsieur Juillet, merci pour votre conférence. Vous parlez beaucoup des moteurs de recherche comme accès à l'information, là je peux qu'abonder dans votre sens, mais aussi ces moteurs de recherche, on sait qu'ils collectent certaines données à titre, enfin, qu'ils pourront utiliser plus tard. Est-ce qu'une entreprise qui utilise ces moteurs de recherche comme Google ou des programmes comme ça peut vraiment garantir une protection de l'information quand ces données peuvent être utilisées par ces sociétés-là? C'est une bonne question. Alors, il y a 2 choses. Il y a la recherche d'informations et le stockage d'informations. Bon, parlons d'abord de la recherche, après on parlera du stockage. En recherche d'informations, tous les logiciels de recherche d'informations sont plombés, comme on appelle, c'est-à-dire que celui qui a créé le logiciel ou des gens qui sont en liaison avec celui qui a créé le logiciel ont la possibilité de savoir ce que vous cherchez. Bon. Quand vous prenez Google par exemple, le moteur de recherche Google, les gens de Google sont capables, ils le font d'ailleurs sur demande de police, mais il n'y a pas que la police. Hein. On peut dire, ben tiens, qu'est-ce qu'a cherché tel indicatif IP, hein, tel jour, qu'est-ce qu'il a contacté, qu'est-ce qu'il a posé comme question. Bon, il est évident que si quelqu'un, une entreprise mal intentionnée qui arrive à pirater, donc à regarder ce qui se passe chez Google, ou qui l'obtient par Google, hein, parce qu'on l'a vu avec l'affaire Snowden, que Google donnait ces informations dans certaines conditions, à certains. Bon, si je reprends mon exemple de la molécule de chez, chez Sanofi, hein, si le gars il voit, tiens, tel jour, le labo de recherche de Sanofi, indicatif IP tant, a demandé des informations sur telle molécule par Google. Bon, et puis 4 jours plus tard, tiens, ils ont demandé telle variante. Et puis 2 jours plus tard, telle autre. On peut remonter la recherche par les questions qui sont posées. Donc c'est un vrai problème. Bon, et quand je vous dis, mais c'est valable pour tous les moteurs de recherche, il ne faut pas se faire d'illusions, tous sont plombés par les uns ou par les autres. Alors donc le problème pour l'entreprise, c'est le sachant de voir comment on fait. Et donc c'est ça. Donc la protection dans ce cas-là, pour la recherche, ça va être de mettre en place des systèmes qui vont faire qu'on ne saura pas que c'est vous qui avez cherché. Hein? C'est-à-dire que, par exemple, au lieu de poser la question, la molécule, par l'indicatif IP du laboratoire de Novartis ou de Sanofi, qui lui est parfaitement connu, je vais poser la question, ça va être Antoine Gonzalez qui va poser la question et qui, lui, est identifié par personne. Donc là, on peut être, a priori, on est tranquille. À condition que ce ne soit pas un indicatif, enfin, que Antoine Gonzalez ne fasse pas partie de la même société, bien entendu. Enfin, qu'on ne le voit pas en tant que membre de la société en question. Hein. Mais ça, vous pouvez faire ça. Vous avez aussi, maintenant, on a pour éviter aussi le piratage de votre propre Internet, parce que ça aussi, on peut aller regarder chez Google, mais on peut aussi regarder ce que vous avez cherché chez vous. Hein. Bon, avec des petites bébêtes qu'on met dans votre programme informatique de votre ordinateur. Bon, ben là, à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est mettre ce qu'on appelle des nettoyeurs, hein, c'est-à-dire des logiciels qui vont effacer vos traces partout où vous passez. C'est-à-dire que vous allez
chercher des choses, et derrière, le petit logiciel va nettoyer, ce qui fait qu'on ne saura pas que c'est vous. En tout cas, on ne pourra pas remonter jusqu'à vous. On sait qu'il y aura une question qui aura été posée, mais on ne sait pas qui l'a. Donc ça, c'est une autre approche, si vous voulez, au niveau de la sécurité. Donc on a comme ça quand même pas mal de moyens qui permettent de réduire le risque. Enfin, c'est pas quand même évident. Mais d'un autre côté, il y a des choses que vous pouvez poser comme question qui n'ont aucune importance. Hein? Si je veux savoir le prix des tomates ce matin au marché de Rungis, bon, c'est pas dramatique si le monde entier sait que j'ai demandé le prix des tomates. Et peut-être même se poser des questions. Non, mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Ils vont tous chercher ce que j'ai bien pu inventer derrière les tomates. Ça, c'est bon. Alors maintenant, si on prend le stockage, là, ça devient beaucoup plus compliqué actuellement avec l'arrivée du cloud, parce que les entreprises, elles essaient de faire des économies, que tout coûte le moins cher possible. Et il est évident que le cloud est beaucoup moins cher à utiliser, hein, parce que vous stockez dans des systèmes de stockage qui stockent en très grande quantité, hein, puisque ça va jusqu'au big data, hein, non, et ça coûte beaucoup moins cher parce que le coût du stockage est très faible. Donc c'est bien moins cher que si chez vous, vous entretenez une zone de stockage à vous particulière et autres. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? On sait que le cloud est pénétré par tout le monde. Ça, c'est clair. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, toutes les informations qu'on a, il faut les séparer en 3-4 niveaux. C'est-à-dire, il y a un niveau, les informations qui n'ont aucune importance. Aucune. Hein? Le billet de train pour aller en vacances, ça, c'est pas important. Par contre, votre voyage pour aller aux États-Unis, ça peut poser problème pour l'entreprise. De toute manière, les Américains le savent, puisque vous devez déposer votre passeport avant le vol. Donc, c'est pas la peine de le cacher, ils le savent. Donc, c'est inutile de... Voilà. Hein? Donc, toutes les informations qui ne sont pas, dont vous savez qu'elles n'ont aucun intérêt ou qu'elles ne peuvent pas être secrètes, celles-là, vous pouvez les mettre sur le cloud où vous voulez dans le monde, ça n'a aucune importance. Si par contre, vous avez des informations beaucoup plus discrètes, je reprends mon exemple de mon voyage. Bon. Qu'on sache que j'ai été aux États-Unis ou au Baloutchistan, tel jour, à telle heure, par tel vol, je ne peux pas l'empêcher. Bon. Qu'on sache par contre derrière que j'ai été à tel hôtel, et moi je sais que c'est dans cet hôtel que j'ai rencontré les clients ou les gens avec qui je vais négocier, alors là ça devient beaucoup plus secret, parce que s'ils ont accès à l'information sur l'hôtel des autres et les miens, et mon information à moi, les concurrents ils vont dire, bon ben si ils étaient dans le même hôtel, au Baloutchistan le même jour, c'est qu'ils se sont vus, ils ne sont pas idiots, hein. Ils vont comprendre. Donc, à ce moment-là, donc il faut qu'on stocke, on ne va pas non plus dépenser des fortunes pour ça, c'est pas quand même dramatique, mais il faut stocker ça dans ce qu'on appelle un cloud national. C'est-à-dire dont on demande aux fournisseurs de cloud qu'ils signent pénalement, qu'ils s'engagent pénalement à ce que l'information, le stockage de la donnée reste sur le territoire national. Il y a des clouds, hein, il y en a partout. Bon. Et puis il y a le troisième volet. C'est ce qui est vraiment secret. Votre recette, vous savez le secret, la recette du Coca-Cola, ce qu'on appelle les 7 S, hein, du Coca-Cola. Alors là, la recette secrète du Coca-Cola, ça vous n'allez pas la mettre sur un cloud parce que automatiquement elle sera piratée par quelqu'un d'autre. Donc qu'est-ce que vous faites? Elle ne part pas dans un cloud, elle reste stockée dans votre entreprise, dans un endroit qui n'est pas, qui est non accessible, dans une banque de données, non accessible à l'extérieur. Donc avec un ordinateur qui est coupé. C'est ce qu'on fait aussi, nous, pour les laboratoires de recherche. Pour toutes les formules, par exemple, on dit, vous stockez ça dans un ordinateur qui n'est pas connecté avec l'extérieur. Alors les laboratoires de recherche, ils sont connectés avec l'extérieur pour Internet et tout ça. Mais les recettes ou les savoir-faire, les trucs, le cœur du système, on le met dans un truc à part pour être sûr, alors là, que ça ne sort pas. Rien qu'en faisant cette simple sécurité-là, vous optimisez votre coût sur le plan financier, mais vous réduisez vos risques de 99%. Vous voyez, c'est ça. Toujours faire la part des choses.
Oui. Merci. Donc la question là encore est sur la protection de l'information. Donc pour une entreprise qui serait fortement mondialisée avec des implantations dans différents États, comment l'entreprise peut-elle gérer la protection de ces données tout en respectant les législations locales qui peuvent obliger à fournir un certain nombre d'informations et aussi avec la question des salariés ressortissants du pays d'implantation qui eux aussi peuvent fournir des informations au pays ou à des concurrences locales. D'abord, sur le plan de la protection de l'information, si vous voulez, dans une société internationale, hein, bon, vous avez des informations stockées sur place et des informations qui circulent. Hein, il y a des échanges constants. Donc, le problème, c'est de trouver, en fonction des entreprises, on va mettre en place un système, un intranet, dans l'entreprise, entre les différentes filiales, on va mettre un intranet, mais qui est plus ou moins sécurisé, parce qu'il y a des endroits où ça ne sera pas du tout. Hein. Alors, cet intranet, sur les domaines qui ne sont pas vraiment importants, il va être normal, hein, comme partout. Hein. Mais dès que vous allez rentrer dans des domaines qui sont véritablement très importants pour l'entreprise, là, on arrive maintenant tous à la conclusion qu'il faut crypter. C'est-à-dire qu'il faut un cryptage. Hein, vous allez avoir des systèmes de cryptage, des logiciels que vous allez mettre en place sur vos ordinateurs et dans certaines conditions, si vous allez dialoguer avec dans tel domaine ou avec tel pays, vous allez utiliser un logiciel crypté. Alors ça peut poser problème dans quelques pays du monde, dans la mesure où les États, enfin l'administration de ces pays-là ne se veut pas que ce soit crypté, parce qu'ils veulent savoir ce que c'est. Donc ils vont vous dire, je veux avoir la clé du cryptage. Ça arrive, hein. Bon. Non, et on répond non. Et en général, on arrive à s'entendre. Ce qu'on fait, c'est qu'on leur propose de venir, s'ils veulent faire un contrôle, on leur dit, vous venez dans l'entreprise et vous verrez le décodage sur nos ordinateurs. Mais vous n'y avez pas accès directement par autrement. Et ça marche. Hein. Il n'y a qu'aux États-Unis où il y a des tensions actuellement un peu fortes même, parce que les Américains, ils ont la loi, mais ils peuvent venir chercher l'information. Il y a la loi américaine, ce qu'on appelle le Patriot Act, impose que toute entreprise située sur le territoire américain doit fournir à première demande toutes les informations demandées par la police ou les services de renseignement. Donc, si vous voulez, pour quelque motif que ce soit, il n'y a pas besoin de juge d'instruction ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'il peut venir chez vous et dire « je veux voir tout ce qu'il y a dans votre ordinateur » et le copier. Et vous ne pouvez rien dire. C'est le Patriot Act. Alors, quand on sait ça, là encore, il faut être plus astucieux, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas transférer par le moyen informatique si on sait que ça sera piraté. Mais il y a d'autres moyens. Ben Laden, il utilisait les pigeons voyageurs, et puis les mafieux, les capos mafiosi de Sicile, hein, ils ont des petits papiers, tous faits par petits papiers. Il n'y a plus rien par ordinateur, et surtout pas par portable. Parce que les portables sont interceptés par tout le monde. Alors, hein. Donc il faut adapter. Si vous voulez, le problème, c'est qu'il faut adapter, et il ne faut pas croire. Dans certains cas de figure, la bonne solution, ce n'est pas forcément une solution ultramoderne. Hein. Je vous dis des capos mafiosi, là, les pizzini, ils ne parlent avec leurs troupes que par des tout petits papiers. Et c'est des courriers qui se baladent, des petits papiers, mais ils sont grands comme ça. Hein. Ils écrivent quelques mots dessus, c'est les instructions et c'est tout. Il n'y a jamais de contact direct, il n'y a jamais d'échange. Et les Américains, ils n'auraient jamais pris Ben Laden s'il n'avait pas eu la bêtise, il n'y a pas d'autre terme. Hein, il avait bien compris, il ne fallait pas utiliser les mobiles, pas utiliser quoi que ce soit. La bêtise, c'est qu'il y avait un messager qui venait le voir de temps en temps. Et ils ont suivi le messager, sinon ils ne l'auraient jamais pris. Erreur technique. Oui ? Alors là-haut. Allez, celui des deux ou les deux l'un après l'autre. Est-ce que vous pensez qu'avec la démocratisation des systèmes de chiffrement
aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'on va pas avoir d'ici quelques années une utilisation massive de tout le monde justement de ces systèmes, c'est-à-dire que tous nos échanges seront chiffrés et tous nos mails, toutes nos données finiront par être chiffrées assez vite dans le futur? Oui, oui, bien sûr qu'on va, pour sécuriser les liaisons, plus il va y avoir de problèmes dans les liaisons, de piratage, d'attaque à l'identité numérique, plus on va avoir tendance à se protéger, et la solution la plus complexe mais la plus efficace, c'est de crypter. Bon, mais d'un autre côté, il faut dire la vérité aussi, crypter, ça prend du temps. Parce qu'il faut quand même crypter d'abord, et puis quand vous le recevez, il faut décrypter, ensuite il faut recrypter pour envoyer. Donc, si vous voulez, c'est le délai. Hein. On le voit avec les téléphones portables. Hein. Moi, je vois en France, les chefs d'État français successifs, hein, bon, ils n'utilisent pas des téléphones cryptés parce qu'ils trouvent que ça met trop de temps. Parce qu'il faut à peu près 1 minute et demie, hein, au moins, pour établir une communication encryptée, alors que en normal, vous l'avez instantanément. Bon, et les gens n'aiment pas attendre. Je ne vais pas attendre 1 minute ou 1 minute et demie avant de voir mon interlocuteur. Résultat, ils utilisent des téléphones normaux. Évidemment, tout le monde les écoute. Donc, voilà. Alors, c'est chaque fois là, je vais dans quel sens, hein, ça dépend des gens. Donc, il y aura des gens qui crypteront pas, il y a des gens qui crypteront. Et puis je pense aussi c'est aussi ça. Si vous m'avez écouté, il y a des gens aussi qui vont dire, il y a des choses que je peux dire, mais différemment. Je vous donne un exemple, tiens, pour les mobiles, puisque tout le monde sait que les mobiles, c'est écouté, hein, et intercepté par tout le monde. C'est facile, hein. Facile, hein. Une valise d'interception de mobile, ça coûte en gros 100 000 €. Bon, c'est en vente à Luxembourg, c'est en vente un peu partout, Liechtenstein, vous l'achetez sans problème. Bon, évidemment, il faut avoir un peu d'argent quand même. Mais pour écouter votre belle-mère ou votre beau-père, ça peut être intéressant dans certains cas. Toujours est-il, pour être sérieux, vous avez un mobile, vous êtes en négociation à l'international, vous savez parfaitement, par exemple, toutes les communications entre les États-Unis et la France sont interceptées par les Américains. Toute communication qui sort de Chine vers l'extérieur est interceptée par les Chinois. C'est pareil. Il y a plein de pays dans le monde où c'est comme ça. Hein? Bon, qu'est-ce qui va se passer? Puisque vous le savez, comment vous allez faire? Eh bien, si vous envoyez un contrat, vous avez besoin de parler avec la personne en face, vous n'avez que la liaison par mobile, hein, et vous allez donc envoyer votre contrat, le contrat de négociation. Eh bien, si vous mettez tout sur le contrat, celui qui va intercepter, il aura tout. Et il va le passer à votre concurrent. Si vous avez votre texte, mais que vous ne mettez pas les chiffres et vous ne mettez pas les noms, ça va devenir beaucoup plus difficile, parce que là, ça devient de la devinette. Hein? Donc c'est très simple. Donc votre contrat, vous allez le faire en 3 fois. Vous allez envoyer, par exemple, le texte. Vous allez envoyer les chiffres dans un 2e envoi. Vous allez envoyer les noms dans un 3e envoi. Ça complique un peu la chose, y compris pour celui qui reçoit, parce que celui qui reçoit, il y a des vides, et puis il faudra qu'il remplisse les vides. Mais pour le gars qui intercepte, c'est cuit. Parce qu'eux n'ont pas les appareils pour mettre les 3 l'un après l'autre. Faire la synthèse. Alors que vous pouvez le faire. Vous voyez, c'est tout bête, et ça vous garantit que ça marche. Mais encore faut-il, bien entendu, le pratiquer, hein, ça c'est autre chose. Et il faut qu'on le fasse des 2 côtés. Parce que souvent, vous avez des gens, moi je vois en négociation avec les entreprises, c'est des gens qui vous téléphonent et qui veulent absolument vous donner une information importante. Et il ne faut surtout pas qu'ils vous la donnent par téléphone, puisque vous savez qu'elle est interceptée. Donc il s'agit de le faire taire. Donc évidemment, c'est mieux quand il comprend sans qu'on ait besoin de lui dire. Oui. Tout à l'heure, vous évoquiez le cas d'attaque contre des entreprises. Est-ce que ça arrive assez régulièrement que les groupes ou les entités qui fassent ces attaques soient identifiés? Est-ce que dans ces cas-là, est-ce qu'ils sont vraiment inquiétés, ou est-ce qu'ils peuvent se réfugier derrière une protection d'un État ou quelque chose comme ça? Mais quel type de groupe? Par exemple, des entreprises ou des sociétés qui attaqueraient d'autres sociétés pour leur voler certaines informations. Oui. Bon, moi, pareil, si vous voulez, pour ce que je vois, les entreprises, quand elles vont, les grandes entreprises, hein,
elles sont au courant des risques, de tout ce dont je vous parle là, les problèmes de fraude à l'identité numérique, les piratages, elles le savent. Elles le savent, mais d'un autre côté, très souvent, ce sont des gens qui ont du mal à imaginer que ça puisse leur arriver. C'est-à-dire, si vous voulez, le grand problème qu'on a dans les grandes entreprises, c'est qu'on vous dit, en France en particulier, hein, on vous dit, c'est oui, effectivement, on sait que ça peut arriver, mais non, nous on est trop bons, on est trop intelligents, ça ne peut pas arriver chez nous. Et quand ça leur arrive, il y a une espèce de déni, il y a un déni de réalité. On vous dit c'est pas possible, pas chez nous. Je vais vous donner un exemple. Comment ça se passe, si vous voulez, hein, tout à l'heure, je vous parlais des attaques qu'on appelle nous à la nigériane, hein, parce qu'avant c'était, vous savez, c'est ce truc classique, vous avez dû tous recevoir ça, dis donc, d'un copain, d'une copine, qui dit il m'arrive un truc épouvantable, je suis bloqué en Turquie, on m'a volé mon passeport, j'ai eu un accident de voiture, je n'ai plus un rond, est-ce que tu peux m'envoyer 3 000 €? Bon, ça c'est évidemment, bon, c'est des petits trucs. Bon, mais on se dit comment des boîtes comme Michelin, L'Oréal ou d'autres, hein, peuvent se faire avoir. Il n'est pas possible. Pas des boîtes de cette taille alors qu'ils le savent. Mais c'est qu'en face, on a des gens très intelligents et très bons. Hein, et qui montent des trucs avec dans le temps. Hein, c'est-à-dire que comment ils font? Ils vont rentrer dans vos ordinateurs, dans votre réseau intranet, hein, et ils vont absolument pas se faire repérer. C'est ça qui est fort. Et pendant des semaines et des mois, ils vont tout regarder. C'est-à-dire, comment l'organigramme, hein, le président, c'est monsieur un tel, le directeur, celui qui décide, c'est un tel, voilà, sa secrétaire, c'est une telle, voilà les formules de politesse qu'il emploie. Voilà, ils regardent tout, pour chacun. Hein. Ils prennent les programmes de travail de chacun. Hein. Et comment ils vous attaquent? En général, ça se passe comme ça. Le vendredi à 6 h du soir, le jour où ils savent que le président est parti la veille, personne ne sait où, mais c'est bon, ou alors il est parti en voyage ou n'importe quoi, le président est parti en voyage et en général le directeur financier a quitté ce jour-là à 2 h de l'après-midi son bureau parce qu'il voulait partir en week-end. Donc vers 5-6 h de l'après-midi arrive un message du président avec tous les codes, hein, tous les trucs, il n'y a pas de faute de français, hein, avec tous les codes et le langage de l'entreprise, parce que chaque entreprise a son langage, et ce message dit, dans le cadre de la négociation très secrète avec la société que nous voulons racheter, il faut absolument qu'on vire pas 2 millions de dollars avant ce soir, 10 h du soir, à tel compte, alors en Suisse, aux États-Unis, où vous voudrez. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Le chef comptable ou le sous-directeur de la comptabilité ou ce que vous de la finance qui est là, qui est le dernier qui reste, il regarde, il dit ah zut, le patron est parti, mon directeur n'est pas là, c'est moi qui vais devoir traiter le dossier. Puis comme c'est beaucoup d'argent, il dit bon, je vais quand même appeler la présidence. Il appelle la présidence et la secrétaire lui dit ah bah oui, mais le président il n'est pas là, il est parti hier soir, il est à l'étranger. Ah alors bon, et qu'est-ce que fait le malheureux ou la malheureuse qui a reçu le mail? Elle fait les virements. Est-ce qu'elle se dit si je ne le fais pas, c'est lundi, c'est moi qui suis viré, hein? Donc, et quand le lundi matin le président revient et que ça remonte par le directeur financier qui arrive en courant et qui lui dit président, on s'est fait avoir, mon adjoint ou mon adjointe a payé vendredi soir telle somme, hein, sur votre message, j'espère que c'était bien un message à vous. Évidemment l'autre il tombe de haut et il dit mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Hein, je n'ai jamais envoyé un message vendredi soir. C'est ça le principe, hein. Ça marche. Hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est les Américains de Gartner qui l'ont montré, c'est que en moyenne, des vrais professionnels qui attaquent un circuit de grands groupes restent dans le circuit 212 jours sans se montrer. Pendant 212 jours, vous avez vos ordinateurs qui sont plombés et vous ne savez rien. Vous voyez rien. Ils sont malins, hein. Mais par contre, eux, pendant ce temps-là, ils vont partout. Ils regardent tout. Ils déplombent, comme on dit, tous vos codes, tous vos trucs. Bon, rien avant. Hein. Et le jour où ils sont prêts, alors ils lancent l'attaque et ça va durer 1 heure,
Et puis après, c'est fini. Attends, veut dire qu'après, ils disparaissent. Hein, et puis votre compte, hein, si jamais l'argent arrive quelque part, dans la seconde, l'argent est transféré sur un autre compte, le compte est fermé et c'est fini. Et vous n'arrivez plus à suivre. Et en plus, qu'on fait ça, c'est d'autant plus compliqué maintenant que, avec vous entendez parler certainement, ce qu'on appelle nous les bots, les BOT, hein, les grands professionnels, ils font pas ça directement. C'est-à-dire qu'on passe par 2-3 ordinateurs successifs qu'on a asservis. Hein, c'est-à-dire qu'on envoie un ordre à un ordinateur qui est sous notre contrôle. Hein, l'ordinateur, lui, il va répercuter sur un autre, et c'est le troisième qui va attaquer la société. Ce qui fait que là, vous ne pouvez pas remonter. Actuellement, on ne sait pas remonter 3 réseaux d'ordinateurs. On peut remonter 2, mais pas 3. Donc ça veut dire que vous êtes piégé. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce que peut faire la grande entreprise face à ça ? On va développer des systèmes d'identité numérique interne qui vont compléter les systèmes et avec des questions clés, si vous voulez, des trucs où on va dire, ou alors des choses tout bêtes. Cette histoire des virements, il suffit qu'on dise, il faut 2 personnes pour signer, sinon un chèque ou un virement d'un montant de X ne peut pas être fait sans qu'il y ait 2 personnes qui donnent le feu vert. À 2, c'est déjà beaucoup plus difficile d'être roulé que tout seul. Hein. Surtout un vendredi soir, parce que le comptable, lui, va avoir peur, mais la secrétaire, pas le secrétaire, mais le directeur général ou le secrétaire général dira, attendez, on va essayer de joindre par tous les moyens le président pour savoir, et il arrivera à le trouver, pas en général. Ou s'il ne le trouve pas, ils diront, on va attendre demain. Mais qui peut prendre une décision pareille? Pas l'adjoint du comptable, hein, ou la secrétaire du président, ça c'est sûr. Il faut que ce soit un cadre très supérieur de l'entreprise. Vous voyez? Alors maintenant, il y a un autre aspect dans ce que vous avez la question posée, c'est que il y a un chiffre qui peut vous intéresser. Dans le monde, il y a à peu près 220 pays, hein, y compris Liechtenstein, Monaco et des pays comme ça. Bon, en gros, il y a 220 pays actuellement. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 150 groupes internationaux